Avant la chute, l'humanité s'étendait aux 4 coins du monde. Nos ancêtres bâtirent de grandes cités et partirent à la conquête de terres nouvelles. Le progrès devint le moteur du changement. Dans les flammes de la chute et des guerres kaiju, beaucoup de choses furent perdues. La mort de l'ancien monde conditionna l'émergence du nouveau. La thaumaturgie est une réalité. Les paramenaces également. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Nous vivons à une époque de fer et de vapeur, une époque de lames et de langues acérées où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. En l'empire de Francie, les hommes et les femmes de la Légion étrange luttent chaque jour pour préserver leurs concitoyens des dangers de la normalité. Voici une de leurs histoires. Épisode 9. Impasse macabre à la Nouvelle-Orléans. Les explosions illuminaient le ciel par intervalles, et leur détonation résonnait dans toute la périphérie de la Nouvelle-Orléans. Cela durait depuis le lever du jour. Partout, les sirènes hurlaient. Les premiers obus s'abattirent, tirés de derrière l'horizon par des pièces à longue portée. Plusieurs tombèrent trop court sur les blocs d'habitations extérieures, éventrant les immeubles dans des gerbes de débris. D'autres frappèrent le centre-ville. Une salve monumentale toucha la tête de ligne ferroviaire de l'ancienne capitale des NCSA et la fit disparaître dans les flammes. Aurore croisa les bras. Elle observait la ville en contrebas, depuis les baies vitrées blindées du quartier général des forces humaines, chargées de défendre la cité contre une nouvelle invasion paranthrope. Tu as déjà vécu un siège, Étienne ? Non. Admit le vétéran en avisant la vue dans le lointain. Ça bardait fort, et il était difficile de savoir ce qui se passait et qui gagnait. Instinctivement, pour avoir aperçu rapidement la dégaine des conscrits du coin, Étienne n'aurait malheureusement pas parié sur eux. J'étais pas né lors du dernier siège en Francie. Ça m'empêche pas d'avoir eu une formation lors de mon service militaire. Il y a une partie rien que sur ça, les réflexes à adopter, l'organisation qui se met en place, ce que les civils peuvent et ne peuvent pas faire. J'imagine que dans la pratique, c'est pas si différent d'une bonne bataille rangée, juste avec des rues en plus sur le chemin. Et toi ? Aurore compta sur ses doigts en fouillant dans sa mémoire. 3. 2 fois en tant que civil, 1 fois dans une unité d'assaut. Toujours la même merde. Les immeubles aplatis, les gens bloqués dans les caves, la faim. Sortir la nuit pour trouver à manger, les combats rapprochés les yeux dans les yeux avec l'adversaire. Tu vas te moquer, mais à l'époque, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait l'Insurrection du Chaos. Je sais. Le nom est naze, mais c'est pas moi qui ai choisi. T'as un fétiche pour les noms d'organisations clichés ou quoi ? C'était qui, eux ? Des anarchistes qui voulaient abolir les lois ? Si ça peut te rassurer, le siège ne va pas s'étendre dans la longueur. Je sais même pas si on peut appeler ça un siège, vu qu'il y a quasiment pas de défense à franchir. Ça va être sanglant et violent, et ça sera pas long. D'ici quelques heures, on sera fixé sur l'issue de tout ça. Ouais, au début c'était ça. Des gens motivés pour renverser l'ordre établi, mettre le bazar, tout cramer, puis laisser les gentils rebâtir sur des bases saines. Sauf que c'est vite devenu une clique de thaumaturges sans foi ni loi qui faisait exploser des trucs en jouant les poseurs. J'ai fini par déserter après la mission de trop. Et j'ai été traqué par mes anciens coéquipiers. Le cliché habituel. Tiens, alors on dirait bien qu'il y a une horreur du mât syndicaliste dans l'âme, non ? Renverser l'ordre établi, virer les méchants riches, reconstruire la société, c'est le genre de trucs qu'ils disent aujourd'hui. Ils sont devenus quoi, tes coéquipiers ? À ton avis ? J'étais jeune, ok ? Quand on est jeune, on croit à ces trucs-là. La lutte finale, tout ça. J'avais 8 ans quand le grand soir est arrivé. Je peux t'assurer que ça n'avait rien de sympa. Posséder un bout de pain, ça faisait de toi un exploiteur des masses. Et quand en plus tu t'appelles Dumas, Davy, de la pailleterie, même si t'es qu'une mioche qui mange de la brioche, c'est pas la joie. Aujourd'hui, j'ai un manoir, un titre de baronne et des chaussures hors de prix. Et bah tu sais quoi ? C'est vachement mieux. J'ai suffisamment vécu pour savoir que les grands idéaux, c'est pas pour moi. Je me soucie de ma petite personne et des gens que j'aime. C'est déjà suffisamment de travail. Tu étais jeune aussi quand t'étais nain artiste ? Je crois que c'est plus qu'une simple question d'idéal. Tu cherches juste un endroit où te poser et ça s'est mal passé pour une raison ou pour une autre. Ou alors t'as pas vraiment envie de te poser. Tu te vois quand même pas vieillir dans la Légion étrange, non ? Aurore laissera son regard couler vers Étienne quelques instants.
Je n'ai pas encore réfléchi à la question. Je suis bien pour le moment. Et les filles sont en sécurité grâce à ce boulot. J'ai essayé plein de trucs dans ma vie avant de me faire une idée de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. J'ai même été vétérinaire. Vétérinaire, toi? Mais il faut pas faire des études pour ça. Je veux pas savoir comment tu les soignais, les pauvres bêtes. Et moi, tu sais, je réfléchis juste à la question. Hein. Tu es bien pour le moment. Je suis sûr que t'as été aussi bien pour le moment quand tu faisais partie des... des quoi déjà, les méchants du chaos. Étienne gloussera brièvement avant de prendre un air plus sérieux. Non, mais sans déconner, tu devrais prendre un moment pour réfléchir à tout ça. Tu sais, des fois, je m'attends à ce que tu prennes tes clics et tes claques et que tu partes sur un coup de tête. Tu devrais songer à te sédentariser, en Francie ou ailleurs, peu importe, pour ton équilibre. Aurore resta songeuse un instant avant de détourner son regard des combats au loin. Je ne partirai jamais sans te dire au revoir, Étienne. Allez, viens, on a suffisamment traîné. Ouais, bon allez, changeons de sujet. On va au Rupileki aujourd'hui. On a rendez-vous avec les pontes de l'unité solaire tupacamarienne, l'UST. Encore un acronyme à la con. Et encore, quand la révolution communiste a touché Cusco, ils avaient envisagé de s'appeler l'Union des républiques socialistes syndicalistes des Amériques fédérées, l'URSAF. Oh, terrifiant. T'as raison, ne faisons pas attendre ces gens-là. Tout ce que tu dois retenir, c'est que ce sont des sbires au service de l'Incal, leur sorcier suprême. Pardon, leur protecteur. Attends, le gars est une sorte de demi-dieu, mais rouge. Et les gens le croient quand il dit « nous sommes tous égaux ». Oh, merde. Ouais, ils sont plus à une contradiction près. Au sein de la salle de commandement, il régnait une atmosphère étrange. D'un côté de la table se tenait le colonel Brunet, à la fois rigide et sophistiqué. Une aisance franche et brutale, un regard strict teinté de calme. C'était un homme aguerri que l'on avait surnommé le dernier des Mohicans. Il s'était impliqué dans les combats aux côtés des Amérindiens ces dernières années. À sa droite, sombre, mutique et cagoulé, se tenait Umbral, l'officier tupacamarien, responsable de la garnison. La dernière membre du trio était une élégante femme blonde à la tresse épaisse et aux lunettes rondes sur le nez. Elle se racla doucement la gorge et prit la parole. « Soyez le bienvenu, colonel Brunet. Je suis Tali, voix de l'unité solaire tupacamarienne. L'unité vous remercie chaleureusement pour l'aide que la Francie, par votre personne, souhaite apporter à notre entreprise de stabilisation du continent nord-américain. » Et c'est pour moi un grand honneur que de représenter la volonté de l'empereur. Je ne déploierai pas moins d'énergie et de conviction à vous aider que je n'en ai déployé pour le peuple du Saskatchewan. Le temps et le moral manquent, en effet. Je n'ai que rapidement pu avoir un aperçu de la Nouvelle-Orléans, mais les tensions sont perceptibles. D'autant plus avec l'approche de l'ennemi. J'aimerais me mettre au travail rapidement. Les instructions que l'on m'a données sont larges, la guerre est un sujet qui l'est tout autant, et le temps est un luxe que nous n'avons pas. Un officier entra, porteur d'un message urgent. La Légion étrange venait de dépêcher 2 spécialistes pour enquêter sur une, encore plus étrange, affaire. En plein siège? Quelle drôle d'idée! La voix Tali regarda Brunet. « Des connaissances à vous, colonel? Le temps n'est guère propice. Mais ils sont évidemment les bienvenus pour enquêter. Ont-ils des besoins particuliers? » Le messager tendra une liste à Tali. Cette liste se dépliera en plusieurs fois pour arriver jusqu'à la table. Ses yeux s'activèrent pour suivre le flot de demandes manuscrites. « Ah, tout ça? Oh, eh bien, attendez. Une suite dans le meilleur hôtel de la ville, avec vue sur la mer, évidemment. Nanana. Toutes les ampoules de la chambre doivent être remplacées d'un standard de 60 watts à 40 watts pour jouir d'un éclairage plus doux. D'accord, faisable. Le lit doit être pourvu de draps lucaniens en satin. Oh, présence de lys fraîchement coupés et des bougies à la chaux. Room service, bla bla bla. Yaourt à la grecque illimité. Ah, ça commence à faire beaucoup. Brunet tout sautera. Étrange liste. Et... non,
Ce n'est pas vraiment un service avec qui j'ai l'habitude de collaborer. Il avisera le messager d'un air sceptique. C'étaient des demandes aussi inhabituelles que grossières qui irritaient passablement le frugal militaire dans un contexte qui n'avait pas besoin de ça. Je suis navrée, colonel, mais à moins que vos supérieurs ne puissent fournir des raisons qui justifient ces demandes rocambolesques, ces agents vont devoir redescendre d'un cran et faire leur boulot sans. La porte de l'état-major claqua, battue par un coup de vent. Une femme dans la trentaine fit une entrée fracassante. Ses cheveux noirs et blancs cascadaient dans son dos au rythme de ses talons courroucés. Elle portait un busque rigide pour affiner sa taille et cambrer ses reins. Son corsage disposait d'un petit col montant mettant sa poitrine en valeur. Sa tenue était un prétexte à une débauche de dentelle, de bouillonnée de mousseline et de broderie. D'un geste furibond, elle retira ses lunettes de soleil pour dévoiler un regard bleu-azur aux fins sourcils froncés. Derrière elle, un homme brun, musclé et taillé comme un soldat, ordinaire, suivait le rythme en portant ce qui ressemblait à leur valise. Les 3 personnes chargées de défendre la cité assiégée tournèrent la tête en voyant arriver Étienne et Aurore. « Pardon? Puis-je? Qu'entends-je? Ah non, non, non. J'exige de parler au manager ou à n'importe qui en charge de cette foutue opération. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. » Brunet arquera un sourcil, surpris tant de l'intrusion tout à fait irrégulière que de se faire houspiller par une touriste. Il s'interposera rapidement, répliquant avec fermeté. « Madame, l'accès est interdit aux civils. Veuillez... » Le majordome interviendra rapidement, effectuant un salut militaire rapide. « Nous sommes les agents de la Légion étrange, mon colonel. Nous avons reçu l'ordre de nous présenter aux autorités locales dès notre arrivée. » Il tendra alors un papier contenant son ordre de mission, non sans un regard embarrassé. Fronçant les sourcils, Brunet lui arrachera sèchement le papier des mains pour le consulter avant d'aviser la femme d'un regard sévère. « Nous allons clarifier les choses, agent Dumas, dira-t-il après avoir avisé le papier. Nous ne sommes pas dans un hôtel, mais dans une ville en état de siège, qui manque de ressources, d'armes, d'hommes et de temps. Vous comprenez donc que vos demandes sont non seulement irréalisables, mais tout au fond de la liste des priorités actuelles. À moins que vous puissiez m'expliquer comment des draps lucaniens vont vous aider à faire votre devoir. » Aurore, le visage fermé, détaillera son interlocuteur avec un mépris à peine dissimulé. Étienne s'avancera rapidement, de l'air de celui qui s'apprêtait à désamorcer une bombe. Je t'avais dit qu'il n'avait ni de drap lucanien, ni de fleurs séchées coupées fraîchement. En revanche, mon colonel, elle a vraiment besoin d'un repos optimal pour utiliser au mieux ses appareils. Je sais que ce qu'elle a demandé n'est pas possible, mais peut-être qu'un hôtel calme, confortable et épargné par les troubles, ça pourrait vraiment nous offrir un énorme coup de pouce si l'agent Dumas était assez en forme pour se servir de nos appareils. Brunet expirera une moue agacée. Il savait bien ce que « appareil » signifiait dans le jargon des forces spéciales franciennes, de la foutue magie. Il se tourna vers Thalie. « Y a-t-il quelque chose qui conviendrait ?» La voix s'était tenue muette pendant les premiers temps de la conversation, laissant les Franciens s'écharper entre eux. Après un regard appuyé et songeur sur la jante excentrique, elle finit par s'approcher du duo d'enquêteurs avec un sourire amical. « Si c'est une nécessité thaumaturgique, l'unité tâchera de pourvoir à vos besoins. À dire vrai, personne n'a encore commencé à réhabiliter les quartiers privés de l'ancien PDG de la Bayou Vermilion. Et puisqu'ils sont au sommet de leur siège social et que ce dernier a été globalement épargné par les émeutes et les pillages, c'est sans doute assez luxueux là-haut. Et ça ne sert, pour ainsi dire, à personne. » Avec un petit froncement de sourcils, elle ajouta: « Mais serait-il possible d'avoir plus d'informations sur la menace sur laquelle vous enquêtez actuellement ?» Aurore hocha la tête avant de dévisager Thalie quelques instants. « Oh my! Ouais, ça fera très bien l'affaire. La Croix a toujours eu bon goût. Enfin, avait bon goût. Qu'il repose en paix, ce sac à chiasse. Pour le reste, c'est classifié. Eh ouais, je sais, ça vous la coupe. » Aurore se passa une mèche derrière l'oreille, revenant vers Brunet avec un sourire en coin. « Ah, et on ne vient pas non plus les mains vides. On a ramené un maréchal avec nous, avec ses troupes. Il sera là sous peu. C'était qui, Étienne? J'ai oublié son nom. Murat? Lannes? Berthier?
Et si vous alliez à l'aérodrome pour les accueillir et pour voir si j'y suis Étienne lancera un bref regard désapprobateur vers sa binôme avant de répondre au colonel. Nous précédons la division LAN, mon colonel. Il ne devrait plus tarder à arriver, en effet, le temps de débarquer ces mechas. L'Hercule, l'Achille, le Juste, l'Intrépide et le Cambronne seront de la partie, eux aussi. On a mis un peu de temps pour vous rejoindre, c'est vrai. L'agent Dumas cherchait un porteur pour ses bagages, et puis il y a eu cette sombre histoire de cailloux dans ses chaussures. Enfin bon, aucun mort n'est à déplorer. Le visage de Brunet s'éclaira en apprenant la nouvelle. Le maréchal Lannes nous rejoint? C'est parfait. Nous n'attendions pas de renfort aussitôt. Il se tourna vers la voix. Je vous laisse vous organiser avec ces deux-là pour leur carabistouille. Ils ne sont pas sous ma responsabilité et l'empereur m'en soit loué. Aurore s'assiera sur la chaise la plus proche, sans faire plus de commentaires, joignant ses doigts en forme de pyramide, telle une générale maléfique face à la carte du champ de bataille. Oui, bien sûr. Conclut Ali d'une voix un peu distraite, son regard manifestement, inexorablement attiré vers l'agent Dumas. Donnez-nous de vos nouvelles au plus vite, colonel Brunet. Le peuple de la Nouvelle-Orléans compte sur nous. Elle laissa le temps à ce dernier de s'éloigner avant de se tourner vers le duo. Je peux vous confier aux soins de l'un de mes assistants pour ce qui est de l'installation hôtelière. Y a-t-il autre chose avant que vous ne preniez une bonne nuit de sommeil, manifestement bien méritée après votre trajet? Aurore leva un sourcil vers Thalie, comme si la voix était la dernière des quiches. Délicieuse attention, ma chère. Vous êtes bien serviable et charmante, mais on va peut-être se mettre au travail. Envoyez donc un sbire et préparez votre meilleure chambre et un bain. Rustique comme je suis, je m'en contenterai. Et pouvez-vous faire en sorte que nous soyons seuls tous les trois? Ce que je peux vous révéler est compliqué. Et ma foi, toujours aussi classifié. La jeune voix ne se départit pas de son attitude angélique. Avec douceur, elle se tourna rapidement vers l'un des membres de l'UST et lui demanda dans une brève rafale de quechua d'aller préparer le nécessaire. L'air inquiet, les derniers sbires toujours présents sortirent avec regret pour certains, empressement pour d'autres. Vous avez ma parole. Vous travaillez manifestement dans des domaines très occultes. Vos informations ne seront pas divulguées sauf cas de nécessité absolue. Aurore fit craquer ses doigts et déposa son pistolet doré sur la table devant elle. Les fines lignes chromées constellées de petites runes sur sa culasse laissaient deviner que l'arme n'était pas vraiment ordinaire. Bien. Maintenant que nous sommes entre paranthropes et Étienne, il est l'heure de passer à table, pourriture communiste. Désolée, j'ai toujours rêvé de dire ça. Elle récupéra son arme et la pointa vers Thalie. Mais je suis sérieuse. Tu es douée, ma chérie. Très douée. Mais pas suffisamment pour tromper une carciste de Sarne. La jeune femme resta toute de faciès agréable malgré la menace, conservant un calme olympien. Malgré tout, son regard descendit quelques instants fugaces sur le 454 doré. Calmons-nous sur le communisme, voulez-vous? L'unité n'est pas composée que de ce genre d'individus de sinistre réputation. Nous avons également des futuristes, des anarchistes et des sociodémocrates. Ceux-là sont les pires. Et je ne suis pas certaine de comprendre ce que vous me reprochez exactement, agent Dumas. Je veux dire, vous parlez pour vous-même de votre propre nature, que vous dissimulez tout aussi habilement que moi, donc quel est le problème? Aurore fit jouer son pistolet, le faisant cabrioler d'avant en arrière. Le problème, c'est que cette ville est assiégée par des paranthropes et que la personne en charge de sa défense est une paranthrope. Je ne vais pas forcément te faire l'affront et te prendre pour la calzone que tu n'es pas, mais on va dire que j'ai quand même un doute légitime. Alors avant que je ne me lève pour planter mes dents dans ton charmant petit cou altier pour en aspirer la vérité, et qu'Étienne ne me fasse les gros yeux pour cela, j'aimerais que tu joues carte sur table. Elle esquissa un sourire, dévoilant ses canines acérées. S'il te plaît. Mon cou vous plaît? Il est très charmant. Et vous avez de très jolis yeux.
Merci. On se concentre sur une réponse, j'ai dit. Je suis fidèle à l'Incal, et je considère les sombres individus qui assiègent cette ville comme des barbares violents, dont je ne partage aucunement les opinions. L'unité accepte les paranthropes, sous réserve qu'ils soient en accord avec ses idéaux. Respect de l'égalité des individus entre eux, élection démocratique, retrait des droits biologiques au profit de réflexions collectives, interdiction de sacrifier des individus sensients pour nourrir d'autres individus sensients, ce genre de choses. Ce n'est pas encore public, nous connaissons l'opinion des humains sur la nature des espèces non humaines. Il y a encore beaucoup à préparer. Dans l'attente, je participe selon ce que l'Incal estime le plus utile de ma part, à chacun selon ses besoins, à chacun selon sa capacité. Aurore tourna le regard vers Étienne, mi-figue mi-raisin, dans l'attente de son avis. Étienne avait tranquillement oscillé entre consternation en découvrant qu'Aurore avait tranquillement révélé sa nature, puis stupéfaction lorsqu'elle avait révélé la nature de l'Aslan. Manifestement, les syndicalistes avaient poussé le curseur de la tolérance de la Légion étrange un cran plus loin, ce que le vétéran à la fois pouvait comprendre, mais n'était pas vraiment sûr d'approuver. Enfin, il y aurait d'autres occasions d'en débattre. Pour l'heure, il fallait se contenter du fait accompli. Wow, ok, bon, c'est pas vraiment ce que j'appellerais des éléments solides pour commencer. L'un dans l'autre, vous pourriez très bien nous raconter des cracks et quand même bosser comme agent infiltré. Les infiltrations paranthropes dans les garnisons, c'est un coup qui a été vu 1000 fois. Je vais assumer que ce que vous dites est vrai pour commencer et on va partir sur quelque chose de simple. Les personnes qui savent que l'agent Dumas est une carciste se comptent sur les doigts de la main, je vous ai pas fait un dessin sur le pourquoi du comment. Et nous autres, on ne dira pas à la hiérarchie ce qu'il en est pour vous. On évite les scandales de part et d'autre. Si vous l'ouvrez, on l'ouvre. Et si on l'ouvre, vous l'ouvrez. Simple, non ? Ensuite, bon, il va nous falloir un petit peu plus que votre parole que l'Incal a ouvert ses bras à votre espèce, même si vu le délire du bonhomme qui se prend pour le fils du soleil, ça me paraît un peu cohérent, mais des agents infiltrés sur les lieux d'une attaque me paraissent aussi bien cohérents. Est-ce que vous avez une manière de prouver ce que vous êtes en train de dire ? En d'autres termes, qui t'envoie, poupée ? Un accord mutuel me semble la meilleure option. Eh bien, l'unité n'a aucune intention de détériorer ses relations avec la Francie et je pense que de votre côté, vous n'avez pas particulièrement envie de prendre de décisions politiques drastiques, comme par exemple sommairement exécuter une voix, représentante gouvernementale de l'UST, cela plongerait la ville dans un chaos encore plus grand, en plus de contrarier fortement le commandant Umbral, et gâcherait les efforts actifs de l'empereur pour apporter plus de stabilité en Amérique du Nord. Elle fronça un peu les sourcils avec fermeté. Je ne divulguerai pas à des personnalités hostiles plus d'informations que nécessaire, agent Dumas. Comme vous le dites, c'est classifié. Cependant, si vous doutez de mon affectation ici, l'administration de l'UST est particulièrement attentive et regardante sur toutes les nominations politiques, emplois de haute responsabilité et soupçons de corruption de quelque sorte que ce soit. Sortant un gros dossier, plusieurs documents administratifs remplis avec soin, signés, datés, tamponnés, avec des références vapotelles à foison. Vous trouverez ici tous les détails ayant mené à ma nomination à ce poste. Et ici, l'aval de l'Incal, protecteur de l'unité signé de sa main et avec son sceau. Oui, là, le petit cœur et le bonhomme qui sourit. Elle regarda Aurore à nouveau. Maintenant, si vous pensez que je peux cacher mon espèce à un sorcier suprême, le fils du 5e soleil en personne, vous n'êtes pas une aussi grande carciste que vous le prétendez. Aurore regarda Étienne, puis rangea son arme dans le holster sous sa robe avant de poser un coude sur la table. Je la crois. Elle crush complètement sur lui. Quoi ? Dans un moment fugace, Thalie rougit brièvement avant de se ressaisir. Peu importe. L'essentiel est que nous accomplissions toutes nos tâches ici. Et ma mission, c'est de sauver cette ville. Écoute, ma belle Amazone. Je vois bien le bilan de vos forces en présence. Je connais cette ville comme ma poche, les délais de livraison des mécas franciens étaient pensés de surface. Tu flippes. Genre, sacrément. Les défenseurs ne tiendront jamais avant l'arrivée de la cavalerie.
Alors j'ai besoin de savoir si je peux bricoler quelque chose en urgence avec toi. J'ai besoin de savoir si tu sais faire autre chose qu'être choupie et réciter du Proudhon. Elle plissa sa lèvre inférieure en un demi-sourire charmeur. Tu n'as pas la musculature de Rock, pas les capacités thaumaturgiques de Nadox, encore moins les yeux de Sarn, et pas non plus les attributs de l'Ovatar. C'est quoi les attributs de l'Ovatar? Les nichons, Étienne. Ah, oui, bon, effectivement, il reste qui comme candidat du coup? Il doit pas y avoir tant de lignées que ça. Pas vrai? Demandera un Étienne plus ou moins rassuré. Aurore énuméra sur ses doigts. L'Ovatar, Nadox, Sarn, Orok, Juvins, Canédias, Bédèche, Gloustrod, Khaloul, Yulwe, Zacharus, Carnault et... Ses yeux bleus se plantèrent dans ceux de Tali et la carciste fut prise d'un fou rire. Oh merde. C'est encore plus drôle que ce que j'avais imaginé. Super, vous m'expliquez? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Arrivant difficilement à calmer son hilarité, Aurore tendra simplement la main vers Tali pour qu'elle puisse répondre à sa place. Tali haussa un sourcil soigneusement génoformé pour dire d'un ton badin. Je suppose qu'il y a une certaine ironie au fait que l'agent Dumas constate maintenant l'absence de menace que je pose après avoir été si suspicieuse de mes intentions ou de mon potentiel de disruption. Tout en constatant que... Eh bien, je suis l'une des filles du roi en jaune. Le vétéran papillonnera des cils d'un air interdit. Alors pour le coup, lui, je le connais un peu. Il se tournera vers Aurore en affichant une mine circonspecte. Tu es vraiment sûr de ton coup? Elle est vraiment fiable? Fiable? Non. Désespérée, sûrement. Disposant des ressources qu'il me manque pour sauver la Nouvelle-Orléans et ses habitants? Malheureusement, oui. Cela me désole, mais je vais devoir faire ce que je sais faire de mieux en ce bas monde. Et pour ça, Tali, j'aurai besoin de quelques infos sur un adversaire que ton papounet et moi avons en commun. Quelque temps plus tard, sur la ligne de front, une nouvelle bordée pillonna les quartiers sud, le long des berges où les grues et les quais désagrégés s'effondrèrent dans l'eau. Le bombardement gagna en intensité. Le siège de la Nouvelle-Orléans s'était immobilisé en un affrontement urbain sans pitié. Infanterie, soutien lourd, munitions, fournitures et même les groupes désordonnés et non officiels des milices populaires s'étaient jetés dans la bataille. Des processions de vapocamions aux flancs sales tressautaient jusqu'aux tranchées du Grand Charnier. Aurore tendit la main à Étienne pour l'aider à franchir un éboulis. La paranthrope et le vétéran avaient évité le gros des combats et s'étaient glissés entre les lignes pour atteindre leur destination. L'affaire de Massilia avait fait du bruit dans les hautes strates de la Légion étrange. Leur présence ici n'avait rien d'une mission de routine. La traque du roi pendu avait commencé. Le docteur Beaumont leur avait donné pour mission de retrouver ici un contact suffisamment important pour les inciter à défendre ce trou à rats aux côtés du corps expéditionnaire francien pour l'occasion. Étienne distinguait dans l'air une curieuse odeur qu'il reconnut sans aucune hésitation. Aurore renifla à son tour. Ouais, la guerre a sa propre odeur. Pas celle du plomb ou du napalm, ni celle de l'eau, de la boue ou du sang, ni des excréments ou des déchets, ni même l'odeur piquante de la décomposition. Toutes ces charmantes effluves sont déjà dans l'air. La guerre a des relents métalliques qu'il est presque possible d'isoler des autres. Une odeur d'acier rouillé et de haine pure, répugnante, universelle. Aurore sauta dans une tranchée décimée, cherchant son chemin. Ça n'était pas comme ça que je m'étais imaginé l'Amérique. Je pensais à un continent perdu, de plaines vierges et sauvages, de forêts épaisses et mystérieuses, de trésors inconnus et inexploités. Un aperçu suffisamment folklorique pour lui donner une certaine impatience à l'idée de voyager. Au contraire de Visby, qui s'apparenterait davantage à un nid de vipères en costume. Ouais, un endroit plus libre et aventureux, une terre de cocagne aux 1000 visages sauvages au gré des paysages. Au lieu de ça, on a une ville grouillante de communistes au bord de la guerre civile, à moitié enfoncée dans des marais, et à l'architecture digne de la pierre dystopique consumériste. Et comme si ça suffisait pas, une armée de paranthropes est en train de nous bombarder la gueule gaiement. Et c'est un putain de chaos à ciel ouvert, génial. Rejoignant sa collègue,
il se hissera à sa hauteur, un fusil en bandoulière dans sa main libre. Il s'attendait à chaque moment à ce qu'un Vatula défonce le mur le plus proche d'eux, ou que les battoirs servant de main à un behemoth ne les agrippent en forant l'un des bâtiments alentours. Le gros des combats avait beau avoir lieu à une relative distance, on n'était jamais à l'abri de rôdeurs hostiles. Et cette perspective doublée au constant bombardement mettait le Francien sous pression. Dis, c'est encore loin là? Pas vraiment. Ça a changé depuis la dernière fois. Je reconnais pas les rues. Et les bombardements n'aident pas. Attends, là! Ça, je m'en souviens. Ça a l'air d'être ici. Accroupi derrière un porche, la paranthrope s'approcha d'une vieille porte en bois et tapa sur cette dernière à l'aide d'un curieux loquet représentant un démon grimaçant. Un silence, puis une voix chevrotante résonna à travers l'ébène. Qui est là? Bonne question, jugea Étienne. Comment se présenter? Il n'avait aucune idée de qui était leur contact. S'il était au courant de leur venue, ou même s'il allait être accueillant, au vu du contexte du siège. Et mieux valait éviter de se présenter comme deux bons agents franciens en mission. Le vétéran n'avait aucune confiance dans l'hospitalité et la coopération spontanée des gens du cru. Des amis. On est censé retrouver quelqu'un dans ce quartier, mais on a un peu de mal à trouver notre chemin. Vous pourriez nous aider? Seuls les ennemis de mes ennemis sont des amis. Qui est votre ennemi? Dira la voix, beaucoup plus tendue. Étienne perçut le son caractéristique d'un fusil à pompe en train d'être chargé derrière la porte. Un message clair que le passeur était prêt à réagir en conséquence. Aurore s'approcha de la porte. Je crois qu'on a un problème commun avec le roi pendu. Un nouveau silence, puis la porte s'entr'ouvrit légèrement. Entrez, rapidement. Pas de bruit ni de gestes brusques. Gardez les yeux vers le sol. Je vous préviens, on est armés comme vous. On compte pas s'en servir et on va faire ce que vous dites, mais on se séparera pas de nos armes, faut pas déconner. La porte se referma derrière les deux agents. Le passeur, drapé dans un manteau en toile de jute, leur fit signe d'avancer. Malgré sa capuche rabattue sur son nez, difficile de manquer que son épiderme ne présentait pas de pigmentation et ressemblait à de la porcelaine émaillée. Dans un grognement, il leur désigna la ruelle devant eux. Aurore et Étienne furent immédiatement agressés par une odeur de nourriture cajun en train de mariner. Paprika, coriandre, moutarde, curcuma, fenouil, cumin, poivre noir et ail mélangés à ce caractéristique fumé de crevettes en train de cuire. La paranthrope saliva légèrement, coulant un regard vers Étienne. Sarne, qu'est-ce que ça m'avait manqué. J'adore la bouffe francienne, hein, mais ça c'est mon enfance en sauce. Étienne avait quant à lui un peu plus de mal à s'acclimater à l'odeur. Il y avait quelque chose de bizarre ici, de liminal, comme disaient les jeunes du département de mémétique. Un entre-deux dans lequel la transition entre un état et un autre n'était pas encore complètement achevée. Il s'en aperçut d'abord au niveau du son. Il n'entendait plus les bruits de la guerre au dehors, vraiment plus rien. Et il y avait ici une atmosphère presque trop locale. Il faisait humide depuis son arrivée à la Nouvelle-Orléans, mais cette humidité-là était presque trop parfaite, trop artificielle. On est où là? Dans la rue Macabre. Comment te décrire ça? C'est un port franc? Ouais, disons ça. C'est rempli d'êtres bizarres, oubliés, rejetés au crin. Un lieu conçu pour la lie de la société anormale. Débouchant sur une rue au style francien colonial, Aurore et Étienne se retrouvèrent entourés de nombreuses maisons typiques du vieux carré de la Nouvelle-Orléans avec des toitures en pente couvertes de tuiles. Royal, d'Iberville, de Chartres, d'Orléans, Bourbon-Saint-Louis, ici, les rues avaient le nom de grandes figures mythiques d'avant la chute. La paranthrope, les yeux légèrement embués, poursuivra. C'est un lieu de rencontre pour partager des histoires, noyer ses soucis, peut-être se faire quelques billets en faisant des petits boulots en ville ou dans le marais si on a vraiment besoin d'argent. La vie est plus lente ici, étouffante dans la chaleur du bayou. Ah ouais, je vois ça. Putain de merde. Étienne ne voyait pas vraiment, mais il sentait que ce lieu avait de l'importance pour sa collègue. La remarque acerbe qui lui était spontanément venue n'aurait été probablement pas très bien accueillie. Ce n'était toutefois pas la seule raison de l'inconfort du vétéran. C'était comme s'il venait de pénétrer dans une sorte de poche dimensionnelle déconnectée du monde, fonctionnant comme un univers à part, indifférent des règles et événements du monde auquel il était collé.
Il avait déjà entendu parler de l'horreur liminaire via des collègues qui n'avaient jamais pu lui montrer d'autres exemples que des couloirs d'hôtels vides à la décoration jaune pisse. Étienne s'était gentiment fichu de leur tronche, la phobie des couloirs d'hôtel étant assez supportable à ses yeux, mais le malaise qu'il ressentait était peut-être ce qu'avaient tenté de décrire ses collègues d'alors. Il se pencha vers Aurore et posa la question qui lui paraissait la plus pertinente dans cette situation. Bon, où est-ce qu'on doit aller et qui on doit rencontrer là? T'as l'air de connaître les lieux et à mon avis, Beaumont non, donc c'est toi qui as dû lui suggérer de nous envoyer là. Ah bon? J'aurais fait ça? Moi? C'est pas du tout mon genre. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être le fruit que d'une pure coïncidence. Leur guide ayant fait demi-tour, Aurore regarda derrière elle pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Ça va, monsieur le détective, j'avoue tout. Oui, c'est moi qui ai soufflé l'idée. On doit rencontrer Satan. Satan? Waouh, tu veux dire le Satan avec les cornes et l'indice 50 en crème de bronzage? La classe! Ou alors se pourrait-il que ce soit le surnom subtil de l'ancien représentant des anarchistes du chaos des ténèbres, âgé de 16 ans au moment de sa prise de fonction? Je me demande. Disons qu'il ne s'habille plus en Prada depuis un moment. Il passe la majorité de son temps à fumer des cigares, boire du rhum, faire des blagues déplacées et accompagner les morts du coin vers leur ultime demeure. Remontant la rue, Étienne et Aurore se retrouvèrent entourés par une grappe de vieux bâtiments de style créole en retrait de la rue principale. La paranthrope avait l'air de chercher à nouveau son chemin en regardant les numéros sur les boîtes aux lettres défoncées. Et non, ce n'est pas le vrai Satan. Enfin, je ne suis pas certaine que le vrai Satan ait existé, mais disons que c'est juste un puissant thaumaturge qui a pour spécialité de proposer des pactes faustiens. Ouais, enfin bon, je vais pas faire le vieil aigri, Aurore, mais t'es sûr que c'est une bonne idée de faire appel à un type qui se fait appeler Satan? Dans toutes les histoires où le héros fait un pacte avec le diable, ça finit toujours mal. Qui sait ce qu'il va nous demander, ton thaumaturge adepte des pactes faustiens? Je le sens moyen de contacter un gars comme ça. Ne t'en fais pas, amore mio. On est deux, et on est plus malin que lui. Je vais pas te refaire un topo sur mon intellect supérieur et subtil. Et toi, eh bien, tu as un bon sens paysan que j'ai appris à apprécier dans ce genre de situation. Elle s'arrêta devant un bar-grill à l'air aussi attirant qu'un coup de pied dans l'entrejambe. La pancarte miteuse à l'entrée laissa deviner son nom. Le Nevernote. On y est. Ça a l'air moisi comme ça, mais ils servent l'une des meilleures bières brassées de la rue Macabre. Ils ont aussi des cuisses de grenouille, des ribs d'alligator et assez de filets de poisson-chat différents sur le menu pour faire s'interroger le client sur sa santé mentale. C'est un endroit plein d'histoires à dormir debout. Et de rixes occasionnels aussi. Étienne avisera le bâtiment de bas en haut avec la même pitié qu'il aurait pu éprouver pour un mourant agonisant sur le trottoir. Ouais, mon bon sens paysan me dit de pas consommer la moindre chose sortant de cette taverne des enfers, et tu peux me croire, je m'y connais en taverne. Voire même de cet endroit tout entier, en fait faut rien consommer ici. Ah bah tiens, dans les histoires avec le diable, les victimes se pensent aussi plus malignes que lui, et ça finit toujours mal, mais bon. Je suppose que c'est un peu tard pour faire demi-tour maintenant qu'on est là. Aurore prit la main d'Étienne. Tu te souviens quand je t'ai expliqué que ce bouquin maudit pouvait nous permettre de retrouver la cachette du roi pendu? Beaumont et son département ont fait d'autres découvertes. Je te passe les détails chiants, mais grosso modo, on n'a qu'une partie de la clé pour nous permettre de mettre la main sur ce fumier. Satan possède l'autre partie de cette carte, disons ça comme ça. C'est un joueur et un parieur. Il a sa réputation, mais si on gagne à son petit jeu, il sera réglo. Il va sûrement essayer de nous monter l'un contre l'autre, d'accord. C'est un télépathe et un psychurge. Il va te tenter avec plein de choses très attrayantes. Il faudra que tu résistes, aussi plaisantes et tentantes que soient ses visions. Promis? Le vétéran soupira doucement, mal à l'aise. Il n'aimait pas trop l'idée d'être tenté par Satan, même si ce n'était qu'un alias peu inspiré. Quelque chose lui disait que ce ne serait pas une expérience agréable, d'autant qu'Étienne détestait l'idée que quelqu'un fouille dans son crâne. Non mais attends, tu rigoles, t'aurais pas pu me prévenir avant? Plutôt qu'attendre d'être littéralement devant l'antre de Satan pour me dire de quoi il en retourne. Promis, je resterai de marbre. Je suis un vieux con après tout. Rien ne tente les vieux cons dans mon genre, pas vrai? Ah, tu sais bien pourquoi je t'ai rien dit. T'aurais râlé tout le trajet, fait des blagues douteuses à base de jeux de mots sur le diable, et tu aurais fini par te ranger à mes côtés.
Beaumont a validé cette opération et me fait confiance pour récupérer les informations qui nous manquent. Je sais que tu me fais confiance, Étienne, mais je sais aussi que ce n'est pas ton monde. Satan va te tenter, c'est dans sa nature. Sois prêt à un moment, il est possible que ça parte en bagarre de taverne ou en concours de rock. Tu sais jouer de la guitare? Mes jeux de mots sont si terribles que ça? Soufflera le Francien, amusé. Il dodelinera du chef, un peu pris de court par la captivité de sa main dans celle d'Aurore et par le fait qu'il ne trouvait pas ce contact désagréable. Il n'avait pas vraiment repensé au penchant émovore de sa collègue ou sa faculté à se transformer en créature indicible depuis leur dernière mission, mais cela restait dans un coin de son crâne insidieusement. Il l'avait quelquefois regardé en coin, cherchant un signe qu'il n'aurait pas pu nommer, indiquant que son comportement n'était plus le même ou qu'elle était différente. Mais Aurore était restée égale à elle-même, pas plus horrible et pas moins insupportable qu'à l'ordinaire. Ça fait un paquet d'années que j'en ai plus joué, mais je savais me débrouiller avec une guitare quand j'étais ado. J'avais même un groupe, mais je pense que je me débrouille mieux en bagarre de taverne. J'ai davantage pratiqué. Et si tu sais que je te fais confiance, raison de plus pour me prévenir avant la dernière minute, tu crois pas? J'aime bien pouvoir me préparer mentalement, et puis mes jeux de mots, quoi. Si tu me préviens pas pour Satan, après, je pourrais plus en faire. Aurore regarda Étienne en inclinant la tête, dardant ses yeux azurés vers lui. Difficile de définir si elle allait l'embrasser, lui cracher dessus ou lui arracher la glotte à coups de dents après ce calembour. Elle poussa finalement un soupir amusé en lui lâchant la main. Elle sortit son pistolet de son holster en vérifiant le chargeur avant de faire monter une balle dans la chambre et de le ranger à son emplacement d'origine sous son aisselle. Parfois, je me dis que je te mérite pas comme partenaire. Et puis tu ouvres la bouche et je me dis que j'endure bien assez pour toute une collection de médailles. Marrant, je pourrais dire la même chose. L'intérieur du Nevernote tenait plus du saloon de l'Ouest étrange que du grill cajun. Leur entrée fut remarquée. Des têtes se tournèrent. Ici, une stréga lucanienne derrière son voile noir. Là, un bogatyr de la lointaine Novgorod. Ici, un marabout carthaginois en pleine discussion avec un confrère haussmannien de l'Anneau Noir. On parlait affaires, on négociait entre sachants. Malgré que sa tanière soit située au fond de l'établissement, il était difficile de manquer le diable régnant en ces lieux de perdition. Noir de peau, les dents brillantes comme des diamants, il était vêtu d'un complet rouge et or du plus mauvais goût. Malgré la moiteur ambiante, il ne transpirait pas. Ses yeux étaient dissimulés derrière d'épaisses lunettes de soleil à effet miroir. Son haut de forme lui donnait l'air d'une parodie du baron Samedi. Sa canne en ivoire, surmontée d'un serpent dévorant une pomme, ajoutait une cerise de cliché sur le gâteau déjà bien généreusement chargé. Il se leva en voyant Aurore et Étienne entrer, apostrophant la paranthrope avec un large sourire. Mais qui vois-je? Mes yeux seraient-ils trompés par quelque sortilège? N'est-ce pas la charmante Aurore en personne? Des visages se tordirent aux alentours, certains de crainte, d'autres de colère, quelques-uns d'admiration pour l'enfant du pays. Satan, vieux crotal! Je vois que les affaires marchent en ce moment. Je ne me plains pas. Ton nouveau Roméo? Je te pensais davantage intéressée par les Juliette, ma belle Rosaline. Aurore marqua un moment d'hésitation. Un collègue de travail. On vient pour affaire. Parfait! Je vous en prie. Asseyez-vous là-bas. Faites-moi confiance. Détendez-vous et, grâce à moi, ce sera peut-être votre jour de chance. Étienne se sentait comme un poisson dans l'eau, si l'eau avait été remplacée par de l'acide. Il ne parvenait pas à apercevoir quelqu'un que les services franciens n'auraient pas mis aux arrêts. Il avisera le maître des lieux d'une moue oscillant entre le dégoût dubitatif et la perplexité méprisante. Étienne n'avait aucune estime pour les gangsters, et encore moins pour ceux fricotant avec l'occulte. Il imaginait assez bien dans quel genre d'affaires peu honorables ce genre d'individu pouvait tremper. Une minute, c'est lui l'indique? C'est pas le genre de type auquel on s'attend? Tu t'attendais à quoi? Un mec avec un point d'exclamation sur la fif? Elle revint vers Satan. On passe dans ton bureau, peut-être?
Ou tu préfères qu'on reste planté en plein milieu de ton ravissant boui-boui pour faire la causette? Ne me manque pas de respect, ma petite. Ce serait une erreur monumentale. Mon royaume te tend à nouveau les bras. Encore un morceau de toi à me donner, Fissa. Je sais, tes amis viennent de l'au-delà. J'ai déjà perdu l'une de mes ailes au poker ici, c'est bon, je connais le topo. Le maître des lieux se redressa et fit teinter sa canne sur le parquet, se retirant derrière un épais rideau adjacent d'un air machiavélique. Étienne croisa les bras. Non mais un type auquel on s'attend, c'est Satan. Ton intelligence subtile fait le lien ou tu es obligé d'expliquer la blague? Aurore lui décocha un coup de coude en retenant un fou rire. Bordel, c'est pas le moment. De l'autre côté du rideau se trouvait une collection assortie de meubles d'acajou comprenant un bureau, une chaise à dossier qui n'avait pas l'air bien confortable et un trône embelli de cuivre et de coussins de velours couleur pourpre royale. Le diable y prit place, croisant les doigts devant son visage. Alors, que puis-je pour une vieille amie? Le roi pendu. Droit au but, d'accord. Pas très poli, mais j'ai l'impression que l'on est pressé. Le roi pendu, c'est vaste, tu pourrais préciser. Faut que tu lui passes la bague au doigt, mais sans te passer la corde au cou. Étienne sentit son sang s'agiter en lui. Il perçut l'impact psychique avant de le ressentir derrière sa nuque. Une succession de flashs jaillit dans son esprit, comme si on avait ouvert la boîte de Pandore de sa mauvaise conscience pour l'étaler sur la table. Il n'avait aucune idée de comment défendre son esprit. Quelque chose lui disait que ce n'était pas possible. Et cela ne fit qu'empirer la soudaine poussée de peur qui l'étreignait. Ah, mais qu'est-ce que vous fabriquez, espèce de taré? Le diable esquissa un sourire en posant un encrier, une plume et un parchemin devant lui. Moi? Rien. Ici, pas de chichi, pas de nini, non, des amanus entre nous. Juste un peu de vaudou, du bagou et des abracadabra. Aurore essuya le sang qui coulait à la commissure de ses lèvres de sa manche. Étienne, tu peux t'asseoir en premier? Redressant un sourcil, soucieux en voyant le sang s'échapper de la bouche de sa collègue, Étienne n'hésita pas longtemps. Cela laisserait au moins le temps à Aurore de récupérer un peu. Il dévisagea leur interlocuteur, grimaçant une moue de mépris alors qu'il s'installait sur la chaise. Si ce dingue pouvait lire son esprit, autant qu'il en ait pour son argent. Allez, finissons-en avec ces conneries. La vue d'Étienne se brouilla peu à peu autour de lui. Aurore n'était plus qu'une silhouette floue, alors que Satan souriait d'un air pernicieux. On n'est pas bien, là, juste tous les deux. Comme c'est ta première fois, voici mes règles. Je peux exaucer tes plus sombres désirs si c'est à ma portée et si tu es prêt à en payer le prix. Concernant mes honoraires, soit j'exige un prix que je considère égal à ma prestation à régler d'avance, soit on joue à un jeu. Si je gagne, ton âme m'appartient. Si je perds, ton souhait est gratuit. Simple, non? Le vétéran aimait de moins en moins la situation dans laquelle il se trouvait. Il imaginait bien que des personnes plus désespérées ou plus naïves que lui aient fait l'erreur de se montrer intéressées. Difficile de résister à l'attrait d'un souhait gratuit. En revanche, Étienne doutait qu'il soit si gratuit que ça, et le jeu en question devait être soit particulièrement difficile, soit tronqué en la défaveur du malheureux participant. Ouais, mais y a pas la troisième option pas intéressé, parce que bon, moi je suis très bien avec mes sombres désirs, hein. Tu peux toujours essayer de te relever, mais dans ce cas, tu ne seras plus jamais en mesure de pactiser. Cela serait dommage. Tu ne veux pas découvrir ton avenir avec moi? Le diable ricana en disparaissant derrière un nuage de fumée soufrée. Autour d'Étienne se mit à se matérialiser ce qui pouvait s'apparenter à ses plus sombres envies. Manifestement, directement extraites des tréfonds de ses pensées, avec, bien ma foi, quelques anormalités. Étienne reconnut des situations, songes, rêves et fantasmes qu'il avait pu entretenir par le passé. Si les plus récents semblaient terriblement précis, les plus anciens avaient manifestement été recollés avec plus ou moins d'efficacité. Ah bah ouais, tu parles, ça serait vraiment dommage.
Soudain, il sentit sa langue se délier et sa propre voix résonna dans son crâne. De manière générale, je n'ai jamais été un ambitieux avide de pouvoir ou de richesse. J'aime bien l'argent, comme tout le monde, mais juste suffisamment pour ne pas perdre la tête. J'ai déjà rêvé, comme tout le monde, de ce que j'aurais pu faire si tout m'était permis. J'ai un historique de désir envers la gente féminine inassouvi, de belles femmes que j'aurais pu fréquenter malgré mes engagements. Mais attention, je n'ai jamais trompé mon épouse, ni même mes copines avant que je sois marié, mais c'est vrai que j'y ai pensé. Quand mon couple battait de l'aile notamment, un peu trop souvent à mon goût, j'ai envisagé plusieurs fois d'aller voir ailleurs, mais je suis jamais passé à l'acte. Je me suis retenu systématiquement par mon sens de la morale. Des moments avec des femmes un peu différentes, plus belles, plus familières, plus pâles. Ah, par contre, je supporte pas l'injustice, et j'ai, dans de nombreux moments de ma vie, souhaité pouvoir redresser une situation que je trouvais injuste, mais j'avais pas vraiment les moyens d'influer. Là, un copain mis à pied, ici un ponte qui s'en tirait avec un pot de vin, et là, Beaumont qui envoyait mon escouade à la mort et qui s'en sortirait aussi blanche que sa blouse, je repense aux cris de mes copains dans ce foutu Kirak. Étienne sentit sa résolution s'ébranler en voyant tout cela. Ouais, putain de merde, c'est ça mon désir le plus profond. J'ai toujours été inexistant, je n'ai jamais eu d'influence, j'ai toujours été quelconque, banal. Je n'ai pas pu empêcher mes parents de vieillir, mon couple de se dégrader, mes copains de mourir, mes supérieurs de continuer avec leurs méthodes. Je suis un simple agent exécutif anonyme tout juste bon à servir de second couteau pour une carciste centenaire. C'est peut-être ça. Ce que je veux le plus, avoir de l'importance, pouvoir changer les choses, comme tous ces foutus thaumaturges qui font la pluie et le beau temps sur leur passage, que ma présence et mes actes puissent influer l'histoire au lieu d'assister là comme un plot de chantier. Que je compte, pour de vrai. Alors, monsieur Étienne Duboisset, avez-vous fait votre choix? Le vétéran hésita. Il pouvait changer sa vie durablement, être un autre homme, un meilleur homme, avec une meilleure vie, capable d'être plus juste et plus simple. Comment dire non à ça? Son regard loucha vers Satan alors que son esprit pesait le pour et le contre. Ce type ne lui voulait pas du bien. Cela suintait de sa peau. Même si son marché était équitable, ce qui était questionnable, d'une manière ou d'une autre, le vétéran y laisserait quelque chose. Son intégrité morale. Les pactes avec l'occulte étaient une porte qui, une fois ouverte, ne pouvait se refermer, comme un péché marqué au fer rouge sur l'esprit, et qui invariablement l'attirait à nouveau entre ses griffes. C'était comme prendre une drogue ou commettre un crime. Quelque chose ne serait plus pareil une fois que cela serait fait. Il ne serait plus tout à fait lui-même. Étienne inspira et appuya ses avant-bras contre les accoudoirs de la chaise et se redressa. Le charme du diable disparut aussitôt. Satan, de l'autre côté de son bureau, fronça les sourcils, mais ne fit pas plus de commentaires. Il avait déjà lu les intentions d'Étienne dans son esprit, après tout. Aurore fit un signe de tête à son binôme en voyant ce dernier se lever. Elle avait meilleure mine, un sourire malicieux sur le visage et un éclat malveillant dans le regard. De l'autre côté de la pièce, Satan se mit à transpirer légèrement quand elle s'assit face à lui sans lui laisser le temps de jouer des mécaniques. Des crépitements d'aspect se firent ressentir entre les deux thaumaturges. Du sang se mit à couler du nez d'Aurore tandis que Satan dut retirer ses lunettes pour essuyer les larmes carmines qui coulaient sur ses iris dorés. Dans un flash de lumière, un échiquier apparut entre Aurore et Satan. La paranthrope avait choisi les noirs et mettait en place les pièces au centre de chaque case d'un air concentré. Étienne sentit tout d'un coup la tête lui tourner et perdit connaissance. « Étienne! Étienne! Tu m'entends ?» La voix résonna avec un étrange écho au-dessus de sa tête. Quand Étienne émergea enfin, il se trouva affublé d'une étrange tunique noire lui arrivant jusqu'aux chevilles, une couronne pointue sur la tête. Autour de lui, une vraie armée s'alignait. Piétons, cavaliers, tours et fous anthropomorphes prêts à l'assaut contre leurs homologues blancs de l'autre côté du plateau. La voix d'Aurore lui indiquait que la situation était normale. Enfin, plutôt qu'elle était sous son relatif contrôle. Oh putain, ça y est, j'en ai marre là, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que je fous sur un plateau d'échecs géant déguisé pour le carnaval? La voix d'Aurore résonna à nouveau dans le lointain avant de se focaliser aux alentours. Sur la case adjacente à sa position, elle avait revêtu les oripeaux d'une monarque de l'ancien temps. Elle sentait le parfum de l'obscurité et l'arôme intense d'un chocolat chaud si épais qu'une cuillère tiendrait presque debout dedans. La paranthrope portait une pelisse de velours noir aussi sombre et riche que la nuit, un chapeau assorti, à voilettes de dentelle et une étole de fourrure d'un noir de jet royal. Les petits boutons dorés de sa robe noire lui arrivaient presque sous le menton. La reine noire dans toute sa splendeur,
Disons que j'ai décidé de jouer. De l'autre côté de l'échiquier, Satan avait pris place dans un trône porté par des âmes damnées, revêtu un smoking immaculé et une couronne grotesque pour symboliser son rôle de roi blanc. Ne t'en fais pas, ce n'est pas réel. C'est simplement une représentation d'aspect compréhensible de notre affrontement. Étienne resta un instant muet, digérant les informations comme elles venaient en essayant d'en vomir le moins possible. Et quand ce fut le cas, il leva un index indigné vers la Reine Noire. Mais attends, mais c'est toi-même qui m'as dit qu'il fallait pas rentrer dans ces jeux. Tu te fous de moi ou quoi? Est-ce que t'as misé face à ce dingue? Alors déjà, c'est moi qui ai choisi le jeu, hein? Je ne suis pas non plus demeurée, j'ai bossé mes ouvertures avant de venir. J'ai évidemment demandé qu'il s'aligne avec l'intégralité de ses informations et possessions en lien avec le roi pendu. Oui, d'accord, sans blague, je pensais que tu cherchais les chiffres gagnants du loto, mais toi t'as misé quoi? Ses yeux se fichèrent dans les siens, avec le plus grand des sérieux. Je devrais te tuer de mes propres mains. Mais tu te fous de ma gueule? Bien sûr que non, Étienne. C'est Satan en face de nous. J'ai dû m'aligner. On ne parle pas simplement de renseignements, on parle de savoir ésotérique, de reliques d'aspect, d'un gain de puissance brute qui me permettra de défaire ce foutu roi pendu. Tu as vu ce que l'un de ses émissaires pouvait faire. Tu es la personne qui compte le plus pour moi. Et c'est pour ça que je vais gagner cette partie. Je peux le faire. Fais-moi juste confiance. Le vétéran expira un soupir exaspéré en levant les bras brièvement au ciel avant de les laisser retomber sur ses hanches avec fatalisme. Le fait qu'il était apparemment la chose la plus précieuse pour Aurore, devant ses Valkyries, ne le laissait pas indifférent. Mais le fait de savoir que sa vie allait se jouer sur une partie d'échecs avec un alias du diable noyait quelque peu ses sentiments dans un mélange de panique et d'irritation. J'arrive pas à y croire, tes propres putains de mots étaient de pas miser avec ce con, et non seulement tu mises, mais en plus tu mises ma vie à moi, comme ça, tranquillement, sans prévenir. Tu m'as dit oui, il y aura des bagarres, il y aura de la guitare, tu vas voir, ça va être sympa. Par contre, le passage où tu misais ma vie, eh ben je crois que tu l'as oublié, hein, et sciemment encore une fois. Eh, c'est pas compliqué, de toute façon t'en fais qu'à ta tête, et puis moi ça va, hein, c'est bon. De toute façon, je suis la bonne poire qui suit le mouvement, pas besoin de lui dire les grandes choses à monsieur Étienne Duboisset. De toute façon, qu'il dise oui ou qu'il dise non, c'est pareil, on peut sacrifier sa vie à monsieur Étienne Duboisset. Il va pas faire chier tout le monde, monsieur Étienne Duboisset. Bah tu sais quoi, merde, merde et merde. D'un geste rageur, le vétéran agrippa sa couronne et donna un vigoureux coup de pied dedans. La couronne s'envola et revint se ficher sur la tête d'Étienne, tel un boomerang, lui impactant douloureusement le front. Aurore fronça les sourcils. Évidemment, monsieur Duboisset ne pense qu'à lui. Moi, gna gna gna, on ne me demande pas mon avis, gna gna gna, j'ai eu la bonne poire. Tu sais quoi? Merde aussi. Voilà. Non mais sans déconner, je me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un que toi de ces 60 dernières années, et tout ce que tu trouves à répondre, c'est ça? C'est la cour des grands ici, Étienne, et tu es un agent d'élite de la Légion étrange, on fait des trucs dangereux. Alors oui, je l'avais pas vu venir, j'ai dû improviser un peu. Si je t'ai fait asseoir sur ce siège en premier, c'était pour que tu comprennes qu'il était impossible de lui mentir en passant un accord. De l'autre côté de l'échiquier, Satan se racla la gorge. Vous me dites, hein, si je vous embête, les tourtereaux. Le vétéran tourna un doigt accusateur vers le diable. Oh, toi ferme-la ta grande gueule et joue ton coup, on discute là. Il reviendra vers la paranthrope, écartant les bras avec sarcasme. Ah non, mais je suis très touché, Aurore Dumas, quelle belle preuve d'affection. Tu m'apprécies tellement que tu m'envoies sous le vapobus, là, c'est vraiment bien considéré de ta part. Oh, ça me touche vraiment. Et ça va, hein, me prends pas trop pour un con, hein. Je sais que tu passes ton temps à le faire, mais là ça va 5 minutes. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on allait voir Satan? Pas pour des jeux de mots, hein. Parce que tu savais très bien ce qu'il allait demander, tu savais bien que je voudrais pas, et tu t'es dit, le consentement, après tout, c'est surfait, hein. Il bosse à la Légion étrange, il fait des trucs d'ingéreux. Je suis sûr qu'il va adorer découvrir que j'ai misé sa vie sans prévenir. J'y bosse depuis plus longtemps que toi, la Légion étrange, d'accord? J'ai jamais fait un truc pareil, j'ai jamais pensé à faire un truc pareil. Beaumont, cette conne, elle l'a pas non seulement pensé, elle l'a fait, et t'oses me dire que tu tiens à moi en te comportant exactement comme cette morue? Putain, mais tu te fous de ma gueule? Étienne grimacera, la colère lui laissant un fort arrière-goût amer dans la gorge. Putain, ouvre bien tes oreilles, la vérité je vais te la donner moi. La vérité c'est que t'es incapable de t'attacher à quelqu'un. Il y a je sais pas combien de temps que tu t'étais attaché à un type dont l'activité principale c'était de peindre des chibres sur le mur. Je suis juste un caprice parmi tant d'autres en fait. Comme ton tigre là, demain si je claquais, enfin plutôt aujourd'hui vu comment c'est parti, il suffirait de me remplacer par quoi? Un grippin? Hein? Pour qu'il devienne ton meilleur ami le temps que ça passe? Moi j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais misé ta vie sans t'en parler, et même en t'en parlant d'ailleurs, sur une partie d'échecs avec le Belzébuth de mon cul, parce que je tiens à toi. Le visage d'Aurore se contracta. Essuyant une larme au coin de son œil, elle commença à l'agonir.
C'était il y a 80 putains d'années, et il s'appelait Johnny. Et je t'interdis de parler de lui comme ça. Si quelqu'un peut le traiter de con, c'est moi et personne d'autre. Tu sais quoi? Tu m'écoutes jamais, je vois pas pourquoi je me fatigue. Je vais te dire ce que t'as envie d'entendre. J'aurais dû te laisser crever dans ce putain de Kirak comme les autres. J'aurais dû en profiter pour me barrer après cette foutue mission à la con où on s'est rencontrés. Je l'ai pas fait parce que j'ai senti que tu n'étais pas comme les autres. Mais tu sais quoi? Je me suis peut-être trompée. J'ai 111 balais, Étienne. J'ai connu plus de personnes, vécu plus de romans, souffert plus de pertes que tu ne peux l'imaginer. Ne me donne pas de leçons de morale. Je sais très bien ce que ça veut dire que d'aimer quelqu'un. Elle tourna la tête vers l'échiquier. Satan venait de jouer son premier coup, le pion blanc avançant sur la case E4. Aurore leva la main et le pion noir bougea sur la case E5 en réponse. Étienne passa sa langue sur ses lèvres. Dans d'autres circonstances, il n'aurait sans doute pas jeté de l'huile sur le feu et il aurait mis un terme à la conversation, en essayant de la reprendre sur un fil plus apaisé. Mais il n'y avait pas d'endroit où battre en retraite sur cet échiquier. Et il n'avait pas envie de battre en retraite. Déjà parce qu'il y avait un pourcentage de chances qu'il meure dans un avenir proche, mais aussi parce qu'il se sentait dans un état qu'il aurait été en peine de décrire aisément. La confrontation avec Satan l'avait déjà chamboulé. Encore pas tout à fait sûr d'avoir pris la bonne décision et ne l'avait pas forcément disposé à la patience. Étienne n'avait pas envie de garder tout ce qui venait pour lui. Il voulait hurler, crier, protester. Il voulait lutter et rentrer dedans. Lutter contre cette stupide impuissance à influer sur quoi que ce soit, tout en étant furieux de savoir que ça ne servait à rien. Aurore en était l'illustration parfaite. Elle les avait mis dans cette situation, il y a plusieurs semaines déjà, avant même de partir pour les Amériques, en décidant d'aller voir ce type. Le vétéran n'aurait alors rien pu faire pour s'en soustraire. C'était comme si tout l'avait poussé à être là, indépendamment de son avis. Il redressa le front et bomba le torse, prêt à la bagarre. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Moi, je t'écoute jamais. Moi, je t'écoute jamais. Je passe ma vie à t'écouter. Je passe mon temps à être là pour toi, à me faire un sang d'encre à ta place. Je passe plus de temps avec toi qu'avec ma propre famille. Je suis plus là pour toi que pour ma propre femme. Bordel, je me fais plus de soucis pour toi que pour ma propre femme. Est-ce que tu l'entends, ça? Mais qu'est-ce que je suis con? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me fais chier à servir de serpillière pour une gamine qui en a rien à foutre de rien? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas 111 ans. Moi, j'ai pas vécu des drames incroyables dans ma vie. Ouais, pas de romance. Désolé. Mais par contre, j'ai tout perdu pour ta petite trogne. Et je continue de tout perdre d'ailleurs. Mes collègues, ils sont morts pour toi. Hein, mes camarades, ils sont morts. Mon travail, c'est servir d'asperge ambulante pour madame. Ma vie de famille, y en a plus en fait. Je dois partir en mission avec Aurore, donc faut tout arrêter. Ça va être génial. Elle va me sacrifier au milieu. Du coup, mon avenir, y en a pas non plus. Et en échange, merci Étienne. Non, non, pas merci Étienne. Ça serait gentil, ça serait normal. Non, on va plutôt miser sur ce qui reste de ton existence sans t'en parler. Allez, arrête de faire la tête, Étienne. Voyons, tout va bien. Je tiens à toi, je suis Aurore Dumas, tu sais. Je suis une grosse conne. Il la pointera d'un doigt accusateur. Tu pourrais vivre 10 000 ans. Tu saurais même pas ce que c'est l'amour. Un silence glacial fut sa seule réponse. Les cavaliers étaient sortis. Le blanc en C3, le noir en F6. Le fou blanc se déplaça en C4 pour menacer le pion noir à proximité d'Étienne qui se mit à claquer des dents. La paranthrope fit une pause, concentrée, et tendit la main en direction de son cavalier qui chargea le pion en E4 pour lui faire la peau, le piétinant sans vergogne dans un hennissement ravi. La voix de la reine noire était blanche comme l'aurore. Tu penses vraiment ce que tu viens de dire, ou t'es juste en colère contre moi? La colère d'Étienne retomba comme la température d'un four mal réglé, bientôt remplacée par une intense fatigue mêlée de lassitude. Il passa ses deux mains sur son visage en se redemandant ce qu'il faisait là, non pas d'un point de vue rageur et désabusé qu'il venait d'adopter, mais davantage existentiel. Sa vie partait vraiment dans tous les sens, et il n'était plus sûr de la maîtriser. Pour la première fois depuis un moment, Étienne eut envie de pleurer. Il avait eu la main lourde avec Aurore. Il avait le sentiment que cela avait été légitime et ne regrettait pas de s'être emporté, mais il restait désagréable de la voir souffrir. Je suis fatigué, Aurore. Tout ça, ça m'a pris un peu de cours. Je suis chamboulé, je suis énervé, je suis un peu ceci, un peu cela. Je pensais pas à ce que je disais. Toi non plus quand t'as parlé de ce qui s'est passé dans le Kirak. C'est juste que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et un vase qui s'accumule depuis un moment. Pas seulement à cause de toi, dans ma vie de manière générale. Je t'en veux, ouais, mais écoute, je pensais pas tout ça. Il tapota machinalement le dos du pion adjacent, lui signifiant qu'il le couvrait. Aurore s'essuya le coin des yeux, massacrant son maquillage avant que ce dernier ne reprenne sa forme initiale. Elle renifla, soupira, regarda ses pieds quelques instants avant de serrer ses bras contre sa poitrine.
Merci, Étienne. C'est important pour moi. On en reparlera plus tard. De tout ça, de nous deux, de nos sentiments. J'ai besoin de toi à mes côtés. Tu as besoin de moi pour te couvrir, alors... une trêve, ça te va ? Dans un concert de trompettes et tambours, la reine Blanche, qui avait les traits de la femme d'Étienne, apparut en H5 pour menacer à son tour le pauvre pion devant le vétéran qui tourna la tête vers lui, murmurant une supplique silencieuse. Ouais, trêve de bavardage. On fait une trêve. Ce n'était pas son meilleur trait d'esprit, mais que les conditions plaidaient d'indulgence. Il inspira en avisant la situation sur l'échiquier, à laquelle il n'avait pas vraiment prêté attention jusqu'ici, trop encombré par ses sentiments. Cela avait quelque chose d'apaisant de ne plus penser à tout ça, et de se concentrer sur autre chose, quelque chose de concret et tangible. C'était beaucoup moins apaisant de songer que sa vie en dépendait, mais le vétéran décida d'appliquer la même stratégie et de ne pas y penser. Il fronça les sourcils en voyant sa femme. Il fit une légère grimace en essayant de dire d'un ton léger « Ah ouais, et quand elle disait qu'elle voulait qu'on passe plus de temps ensemble, elle plaisantait pas. Je rêve où Satan veut nous foutre un mat du berger, là. Et c'est moi où notre cavalier peut se faire bouffer. Je pense que si tu rebouges le cavalier vers l'arrière, ça défend tout, non ?» Étienne fera un signe du pouce vers le petit pion. « T'inquiète, on gère. » Aurore regarda l'échiquier, la femme d'Étienne et la stratégie de son adversaire. Il me prend vraiment pour une cruche, c'est fou. Bon, la dernière fois qu'on a joué l'une contre l'autre, j'étais ado, mais quand même. Les pièces se mirent en mouvement de chaque côté, se déployant sur l'échiquier pour se couvrir mutuellement. Cavalier D6, fou B3, cavalier C6, cavalier B5. Un brave pion noir poussa en G6 pour repousser la dame blanche en F3 de sa lance. De l'autre côté de la table, Satan souriait derrière ses lunettes, visiblement confiant. Le vétéran se creusa les méninges en se concentrant sur la partie. Il se retint de dire qu'il avait reçu un certain nombre de maths du berger dans sa vie et qu'il n'était honteusement pas un gamin lorsque cela s'était produit. Il se grattera le front, songeur. Bon, il est un peu lourd, il veut vraiment nous faire chier avec son mat du berger pourri. S'il bouffe notre cheval, c'est sur échec et au coup suivant, on perd la partie. Faut donc qu'on défende notre pion. Je vois deux options, soit tu t'y colles, mais bon, ça fait un embouteillage dans l'autre camp. Ouais, c'est pas super, en fait j'aime pas trop, même c'est de la merde, soit je sais pas, on pousse notre autre cavalier, on attaque sa dame et il est un peu forcé de le bouffer avec son autre cheval. Mais bon, ça nous fait un pion central isolé. Mais t'as bouffé un pion, non? Du coup on peut se permettre d'en perdre un. Donc c'est pas le pion F, j'aime bien ce petit. Le pion F7 sourit à Étienne. Il appréciait visiblement de ne pas être considéré comme un pion sacrifiable. Pourtant, Aurore leva le bras et le dit pion avança en chargeant vers F5 pour renforcer le front. L'épouse d'Étienne glissa vers D5 en réponse pour mettre la pression dans le dispositif adverse. Le vétéran put constater que Satan l'avait affublé de sa robe et parure de mariage, manifestement puisée dans ses souvenirs. Eh ouais, mais moi je suis à poil maintenant, fit le vétéran en avisant l'espace autour de lui qui était un peu trop vide à son goût. Cela dit, ce n'était pas plus mal. Il avait l'impression, en y repensant, que l'une de ses options les aurait menés droit dans le mur. Il n'aimait pas non plus trop voir sa femme dans cette situation, et surtout, aussi menaçante. Elle allait littéralement le tuer si elle s'approchait de lui. Il se racla la gorge. Je crois qu'il va falloir que t'ailles au charbon cette fois. Je vois pas comment on se fait pas mater si tu bouges pas ces gruyères de casse blanche. Aurore leva les bras, ôta de longues épingles d'or à l'arrière de sa tête et retira son chapeau avec sa voilette. Sans doute l'un des gestes les plus chargés de sensualité qu'elle était en mesure de produire. Juste assez, juste pas suffisamment. Elle sourit légèrement, et son sourire courut sur ses lèvres comme une flamme consumant un parchemin. Reste derrière moi, le piège commence. J'espère que tu n'as pas peur des chevaux. Aurore s'avança en E7 et le cavalier blanc profita pour fondre sur les arrières de la ligne noire en s'emparant du pion C7. Étienne vit le cavalier le menacer de sa lance et sentit une pointe cibler son cœur. Échec! Claironna Satan depuis son trône. Le vétéran jurera dans sa barbe. Généralement, c'était le moment où il abandonnait, dégoûté de perdre une pièce. Mais dans la mesure où sa vie en dépendait, faire un petit effort de persévérance ne coûtait rien. Oubliant un instant la précarité de sa situation, en avisant son visage avant de maugréer. Bon, super, je vais bouger là. De toute façon, j'ai pas 36 endroits où aller. Et si cet enfoiré de canasson revient, je le chope. Il se déplaça sur sa droite en croisant les bras. Vu d'ici, ça puait très clairement. Mais peut-être qu'Aurore avait une technique secrète de derrière les fagots. Comme si elle lisait dans ses pensées, elle posa sa main sur son épaule. Le but des échecs,
c'est de mater son adversaire, pas de conserver des pièces pour sa retraite. Alors que le cavalier s'emparait goulûment de la tour en A8, Aurore se mit à agiter les bras, commandant les coups suivants. D'abord, le pion en B6 pour enfermer la pièce équine adverse dans une nasse. Satan, confiant avec une pièce majeure d'avance, fit avancer son pion en D3 et Aurore répliqua par le fou B7 pour préparer sa poussée sur la dame blanche. Le diable, qui ne semblait pas flairer le piège, poussa son pion de l'aile roi en H4. C'est alors qu'Aurore désigna le pion en F5, ce bon vieux pion qui avait vaillamment servi de bouclier à Étienne, et l'avança en F4 pour enfermer la dame dans un corridor dangereux. Flairant la douille, Satan replia sa dame en F3. La paranthrope maintenait la pression, développant son deuxième fou en H6. Le diable réfléchit quelques instants, perplexe, et bougea sa dame en G4 pour éviter que de simples et vils piétons ne viennent la mettre en danger. La paranthrope montra les dents, carnassière, et ordonna à son pion en E5 de bouger sur E4, s'emparant du centre du champ de bataille. Le pion en F4, ce brave F. Cet ami fidèle, ce brave compagnon de toujours fut sauvagement attaqué par le fou blanc qui s'empara de sa case en même temps que de sa vie. Étienne avait anxieusement suivi les coups qui défilaient, essayant de voir une issue favorable dans les positions qu'il n'arrivait pas à percevoir. Il espérait à tout instant que la dame blanche, sa femme, songea-t-il avec un peu de culpabilité, se retrouve soudainement et magiquement enfermée. Mais ça n'arrivait pas, et le Francien commençait à se demander si ce n'était pas fichu lorsque le brave pion mordit la poussière. Ça restait un pion qui n'existait pas vraiment dans un jeu thaumaturgique géant, mais Étienne se sentit un peu triste de le voir se faire happer. Il lui avait assuré qu'il s'en tirerait. Toutefois, le vétéran finit par se rendre compte que ce n'était peut-être pas aussi sombre que ça. Il avait une découverte. Des pièces prêtes à fondre sur le roi blanc, et ce dernier n'avait pas grand monde pour le protéger. À bien y réfléchir, le roi blanc était presque même plus à poil que lui. Il s'agitera derrière la paranthrope. Allez, vas-y, fume ce fils de poulpe! It will be a pleasure, my king. Oh, I just can't wait to be king! Le pion E4, avide de venger la mort de son compagnon d'armes, se lança à corps perdu dans la bataille en capturant son vis-à-vis en D3. Un couloir libéré. Aurore avait Satan en visuel. Elle se drapa d'une aura aussi bleue que ses yeux et le menaça. Échec. Le diable, exposé, se réfugia en F1 aussi vite que son palanquin le lui permettait. Alors, l'enfer se déchaîna. Le fou noir fondit sur F4 pour éliminer un autre pion. La dame blanche l'écrasa d'une gifle et prit sa place pour ne pas laisser la dangereuse pièce au centre de l'échiquier. Une perte acceptable pour Aurore, qui déploya sa tour restante en F8 pour menacer la femme d'Étienne. La dame recula en G3 devant cette sourde menace et un cavalier surgissant hors de la nuit s'empara de la case E4 au galop. C'est alors que la dame blanche traversa sans coup férir l'échiquier jusqu'en C7 pour se retrouver face à face avec Étienne. Montant sur ses grands chevaux, avec sa tête des mauvais jours, elle contempla son mari avec le plus grand des mépris. Une fois de plus, Étienne aura suivi les échanges de coups sous le signe de l'anxiété. Mais cette fois, avec un brin d'espoir. Ce satané roi blanc semblait de plus en plus acculé. Il finit par tiquer. Mais y a pas Matt, là? Alors qu'il vérifiait en se frottant le front, pas vraiment sûr de ce qu'il venait de dire, ses réflexions furent interrompues par le regard glacé de son épouse face à lui. Qu'est-ce qu'elle faisait là, si proche? Il déglutit en constatant qu'elle avait traversé tout l'échiquier rien que pour lui. Et certes, il y avait peut-être un mat pour le roi blanc, mais il pouvait aussi se faire lui-même mater en premier. Il regarda aux alentours, paniqué, avant de bondir. Une case libre. Je suis pas Matt, dira-t-il en fonçant vers la seule case blanche de libre avant de lever les mains vers la reine blanche. Écoute chérie, on pourrait peut-être, je sais pas trop, mais jusque ce que la mort nous sépare, c'est peut-être un peu surfait là, non? Tu veux bien arrêter d'essayer de me tuer? Étienne s'enfuit courageusement en E8 alors que Satan déployait son cavalier en H3 pour protéger sa ligne d'une brutale attaque pouvant le mater. Aurore envoya sans sourciller sa cavalerie en avant pour dégager le chemin en prenant le pion en F2, aussitôt repris par le cavalier blanc à portée. La paranthrope se tourna vers Étienne. J'y vais, je peux me le faire. Tu as un fou et un cavalier pour te protéger. Ne fais rien de stupide et tout ira bien. On se revoit vite. Et Aurore fonça, traversa l'échiquier jusqu'en E2 pour menacer le roi blanc qui tomba de sa chaise à porteur devant l'attaque fulgurante. Étienne tiqua. Le roi blanc était dans de pires draps que lui. Il n'avait plus que G1 pour se replier. Aurore pouvait vraiment se le faire.
Il fit signe aux fous et aux cavaliers proches de lui. « Bon allez les gars, on tient la position. Ma femme, je veux dire la Reine Blanche, peut rien faire. On y croit. » Aurore ne lâchait pas sa proie, un limier affamé en chasse. S'emparant d'abord de F2 pour poursuivre le roi blanc dans ses retranchements, le forçant à courir en H2, Satan était dans la sauce, comme on pouvait le dire vulgairement dans le petit monde des échecs. Aurore s'empara du pion en H4, poursuivant sa traque, enchaînant les échecs contre le roi blanc pour le pousser hors de ses lignes, mais Satan était rusé et jouait à cache-cache entre ses pions. Aurore dégarnit alors la protection d'Étienne, envoyant son cavalier en E5 pour menacer le centre. Enhardi, le roi blanc fit sortir sa tour en F1 pour contre-attaquer et ainsi menacer la position du Francien. Le cavalier noir chargea, menaçant le roi en G4. Étienne put souffler. Aurore était sur le point de le mettre en pièces. Au centre du champ de bataille, il la vit concentrée, donnant des ordres aux pièces, réfléchissant à toute allure et n'hésitant pas une seconde à se jeter au cœur de la mêlée. Étienne demeurait tendu, de plus en plus anxieux. Il avait initialement peut-être un peu trop simplifié la situation dans son esprit. Le roi blanc exposé, quelques pièces noires dessus, il s'était imaginé que ça ferait mat d'une manière ou d'une autre. Mais Satan louvoyait tant qu'il se demandait si ce serait si simple. Et pire encore, le vétéran avisait l'autoroute en face de lui et sur sa droite. Dès l'instant où le roi blanc ne serait plus en échec, une tour pouvait se caler face à Étienne, et sa femme sur sa droite, et la tendance pouvait vite s'inverser. Mais le fou noir participait à l'attaque, lui aussi. Aurore pouvait encore mettre la pression. Elle n'avait pas tellement le choix, sinon leur adversaire menaçait de reprendre l'initiative à tout instant. Il cria depuis sa position. « Allez, t'arrêtes pas, il va craquer, ce salopard de merde !» Je ne compte pas m'arrêter. Oh non, non, non. Il y avait une malignité dans la voix d'Aurore. Elle voulait gagner. On ne pouvait pas vraiment lui enlever ça. Sacrifiant cavalier, pion et fou, elle attaqua tout azimut pour forcer le roi blanc à traverser l'échiquier de haut en bas pour se retrouver à proximité d'Étienne. Satan ne souriait plus du tout. Il transpirait dans son costume inadapté. Il lui jeta un regard ahuri. Il cherchait un moyen de se sortir de cet enfer. Le vétéran se creusera les méninges. Pas facile de mettre en échec le roi blanc tout en défendant le pion G. Mais il se souvint de ce que venait de lui dire la paranthrope. L'important ce n'était pas de protéger les pièces, mais de mettre le roi adverse au tapis. Et si le pion G disparaissait, c'était l'autoroute pour un mat de l'escalier qui était le seul qu'Étienne savait faire. Il mit ses mains en porte-voix en hurlant à leur adversaire, trop heureux de réaliser qu'il n'allait pas y rester. « T'es foutu, Satan, y'a un mat! Y'a un mat !» Le diable, bien décidé à se sortir de ce guêpier, tentera par tous les moyens de s'échapper, mais Aurore le vit venir à chaque fois. Tel un gros chat jouant avec une souris blessée, elle passa de case en case jusqu'à planter ses griffes dans le roi blanc pour le mettre à terre. Il y avait bien mat. L'échiquier et les tenues extravagantes qui allaient avec se dissipèrent alors qu'Aurore tenait Satan par le col plaqué sur son bureau d'acajou. Allez, maintenant mon mignon, il est temps de remplir ta part du marché. C'est bon, c'est bon. Lâche-moi, espèce de timbré. Tu as gagné. Étienne poussera un lourd soupir de soulagement, s'époussetant avec appréciation. Il avisera un bref instant l'endroit où s'était tenue il y a quelques instants la Dame Blanche, un peu mal à l'aise, en ressongeant au caractère symbolique du fait que sa femme comptait le tuer en le rejoignant. Le mat du berger, quoi. Sérieusement, même moi, je me serais pas fait avoir. Se permettra-t-il de crâner en s'approchant de l'échiquier? Pendant qu'Aurore faisait parler Satan, il récupérera le pion noir F qu'il glissera dans sa poche. Ce brave petit avait été décisif dans cette partie. Le moins qu'il pouvait faire était de le tirer de ce troquet miteux. Ce n'était pas... Aurore lui claqua la tête sur le bureau. Le problème avec les échecs, c'est qu'il y a 1500 ans de parties à étudier au point que dès que tu avances un putain de pion, tu as toujours un con pour te sortir. Ah ah, je vois que tu tentes la fourchette bulgare et dans environ 37 coups, j'ai gagné. Satan émit un gémissement alors qu'Aurore accentuait sa clé de bras. C'est bon, c'est bon. Tu as gagné, Draculina. Pas besoin d'être violente comme ça. Aurore tourna la tête vers Étienne. Son regard était sans équivoque. Tu peux aller nous commander quelque chose au bar, amore mio?
Étienne fronça légèrement les sourcils, sentant que ce rôle de serveur improvisé avait davantage pour but de l'éloigner que tenir son objectif de pourvoyeur de rafraîchissement. Mais le vétéran se sentait trop fatigué après tous ces ascenseurs émotionnels pour prêter oreille aux carabistouilles occultes. Aussi accepta-t-il sans trop se faire prier de s'éloigner, même si cela revenait à se retrouver seul dans ce bar horrible à la fréquentation hasardeuse. Il quittera donc l'antre du maître des lieux pour se diriger vers le bar, s'accoudant avec lassitude au comptoir. Un mojito et... Étienne réfléchit un bref instant. Maintenant que sa vie n'était plus en danger immédiat, l'amertume revenait doucement poindre. Il n'aurait pas dédaigné une piscine d'alcool pour oublier tous ses problèmes, mais il y avait 2 obstacles à cela. Il n'avait aucune envie de boire quelque chose venant de cet endroit d'une part, et il était en service d'autre part. Il soupira. Tant pis. Merde, juste un mojito, tiens. Le serveur, un paranthrope à la mine joviale en dépit de l'œil unique planté au milieu de son front, lui prépara son cocktail. Étienne entendit Satan hurler depuis son bureau, un cri déchirant, de peur et de douleur. Dans le bar, les autres clients regardaient le fond de leur verre. Quand Aurore sortit, elle s'essuya la bouche d'un air guilleret et prit place à côté d'Étienne, récupérant son cocktail. Eh bien, tu n'as rien pris. Wow, perspicace. Non, je te l'ai dit, mon bon sens paysan me dit de ne pas consommer le moindre truc sortant de ce bar. Il fera un signe du menton vers le rideau derrière lequel il s'était trouvé il y a peu. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai récupéré mon prix, mon diplôme et ma médaille en chocolat. Elle descendit son mojito d'une traite avant de faire signe au barman. Régis, tu nous mets 2 BLT et une bouteille de jaja à emporter. Une bonne, hein? Pas celle pour les touristes. L'employé s'exécuta et tendit rapidement un petit sac en carton à Aurore. Allez, viens, Étienne. On s'en va. Ça te dit un petit pique-nique dans le bayou? Un moment sympa, tous les deux, avec une serviette, un petit panier, un genre de goûter. De quoi discuter un peu dans un environnement serein et sympathique. Ah, de quoi débriefer la partie, hein? Dira-t-il en se redressant, s'étirant au passage. Ah, et comme tu veux, ça n'empêchera pas de rien consommer de ce qui sort de cet endroit. Ça en fera plus pour moi. Un peu plus tard, assise sur une nappe en compagnie d'Étienne, Aurore savourait un wrap en mordant dedans à pleines dents. Elle s'était libérée de son corset et avait envoyé ses chaussures valdinguer un peu plus loin. Le bayou était humide et chaud, comme il fallait s'y attendre. Au loin, un crocodile faisait mollement la sieste dans la mangrove. Aurore avait cependant réussi à dégoter un emplacement à l'ombre relativement frais et plutôt joli, si on aimait ce genre d'endroit semi-tropical. Je venais ici quand j'étais petite. Installé sur un petit rocher non loin du tronc d'un arbre bien touffu, Étienne avisait le crocodile du coin de l'œil. C'était la première fois qu'il en voyait un à l'état sauvage, et il n'était pas spécialement enchanté de célébrer ce moment. Il remarquait des insectes bigrement gros voltés çà et là, et des lianes, un peu trop mobiles et sifflantes à son goût. Le vétéran restait sur ses gardes, prêt à exploser au pistolet le premier animal un peu trop agressif qui s'approcherait. C'était un endroit particulier pour pique-niquer, songea-t-il, mais encore plus pour y venir quand on était petit. Mais qu'est-ce que tu faisais dans un endroit pareil? Je me cachais des autres enfants pour pleurer, parce que les enfants sont d'horribles petites choses. Avisant les environs, elle reprit un croc dans son repas, savourant sa bouchée. T'es sûr que tu veux pas goûter? C'est une merveille. Elle se versa une tasse de jaja et en but la moitié pour faire passer le reste. Ne t'en fais pas, cet endroit est tranquille. Tu peux te détendre. Non, il y a un crocodile dans mon champ de vision, c'est pas ma définition de la tranquillité. Et non, je mangerai pas ce truc-là. Et attends, mais tu viens pique-niquer dans l'endroit où tu pleurais étant gamine? Bah attends, y a pas un lieu plus positif que t'aurais préféré revoir et éventuellement sans crocodile? On est dans la rue Macabre, Étienne. C'est pas le parc Vercingétorix non plus. Et dehors, c'est la guerre. Et puis, c'est un peu cathartique. Avant, ici, c'était le refuge d'une petite paranthrope mal dans sa peau. Aujourd'hui, j'y reviens conquérante, à mon prime. Elle ponctua sa dernière phrase en passant une main dans ses cheveux. Sa poitrine, libre de tout soutien-gorge, ondula légèrement sous son chemisier. Ouais. Dira Étienne en détournant ostensiblement le regard. Il reçut prestement une moitié de sandwich sur le crâne. Ah! Comment ça, mouais? Eh! Fit le Francien en secouant la tête, surpris par le soudain assaut.
Sans perdre de temps, il empoigna le projectile et le renvoya vers son point d'origine, la tête d'Aurore. Eh, tiens, prends-moi ça, là. Madame, vous avez un peu trop de mayonnaise sur les cheveux pour être à votre prime. Pas les cheveux, pas les cheveux! Minauda-t-elle en utilisant le reste de son repas comme projectile de fortune avant que le combat ne cesse rapidement, faute de munitions. Ah, ça te fait rire, hein? Dira-t-elle en retirant un morceau de tomate de son épaisse crinière. Étienne gloussera franchement devant la mine d'Aurore, retirant le morceau de salade resté collé au poil de sa barbe. Ah non, attends, maintenant que tu le dis, je dirais qu'il te manque encore une tranche de pain ou deux pour être à ton prime. Elle prit une gorgée de sa bouteille avant de l'attendre à Étienne en venant s'asseoir à côté de lui. Sauf si tu préfères que je bave dedans avant. Dira le vétéran en prenant la bouteille et une rasade. Non, je vais faire sans. Ta bave a un drôle d'arrière-goût de vodka. Va savoir pourquoi. La douceur sucrée du rhum arrangé coula le long de la gorge d'Étienne, alors que ce fameux jaja lui réchauffa instantanément les entrailles. Excuse-moi, monsieur, je mange des graines, je fais de la randonnée et de la course à pied, et je m'entretiens et je suis tout sec. Le vétéran se tapotera le ventre en sentant le liquide arriver à destination. Il fallait bien reconnaître que malgré ses réserves, cela faisait du bien par où cela passait. Une humaine ne survivrait pas 10 jours avec ton régime. Madame, je m'en fous de tout. Je fais ce que je veux, d'abord j'ai 111 ans, et puis je suis plus maligne que tout le monde. Récupérant la bouteille, Aurore reprit une gorgée. Des faits, c'est tout. Et puis, j'ai quand même le droit à 2-3 avantages, non? En plus d'être belle et rebelle, j'entends. Ouais, j'imagine. Retrouvant un peu plus de sérieux, Étienne se passa la main sur la nuque. Il ne savait pas trop comment revenir sur ce qui s'était passé aujourd'hui, et une partie de lui se satisfaisait bien de ne pas en parler. Mais une autre, plus importante, trouvait ce silence bien trop pesant, ce qui ne l'aidait pas à trouver la bonne manière d'aborder le sujet. Je sais pas trop quoi te dire, Aurore. J'ai pas vraiment apprécié ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce sale type, ce qu'il m'a montré sur moi et cette partie d'échec à la con. La chose que j'en retire, c'est que malgré tout le ressentiment que ton attitude m'a donné, je me sens quand même bien avec toi. En fait, les seuls moments où je me sens encore bien dans ma vie, c'est quand t'es là. Mais il y a des limites à tout. Je suis pas un jouet et je suis pas prêt à me faire traiter comme un jouet, même pour toi. Surtout pour toi. Si tu peux pas me considérer comme ton égal, on va pas pouvoir continuer à bosser ensemble. J'ai encore jamais fait ça. Considérer quelqu'un comme un égal. J'ai toujours vécu entouré de prédateurs et de proies. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi, Étienne. Une partie de moi a envie de t'attacher dans un donjon pour te faire subir 1001 supplices parce que tu m'agaces. L'autre ne désire que te câliner comme si tu étais un adorable petit lapin. Nom de Dieu, je suis pas certain de savoir ce qui serait le pire. Moi aussi, je sais pas trop sur quel pied danser avec toi. Derrière tes grands airs et ton cynisme, il y a une femme sensible, attentionnée, empathique. Une femme qui a vécu énormément de choses difficiles, qui a ses fêlures qu'elle cache avec ce qu'elle a. Mais des fois, il y a autre chose. Quelque chose qui agit d'une manière que je peux pas approuver et que toi-même tu finis par désavouer, mais qui finit par revenir. Je sais pas, est-ce que je peux vraiment te faire confiance, Aurore? Est-ce que je peux croire tout ce que tu me dis sur parole? Des fois, je me pose la question. Je crois pas avoir été un prédateur avec toi. Alors quoi? Tu me vois comme une proie, depuis le début? Étienne récupéra la bouteille d'un geste, prenant une gorgée sans vraiment oser regarder Aurore. La paranthrope cala sa tête sur le genou d'Étienne, lui tournant le dos, assise en tailleur à côté de lui. Je sais pas trop. Un peu... peut-être... Au début, je te voyais comme un moindre mal, puis... de plus en plus comme... un ami. Et puis, peut-être que j'ai commencé à te considérer comme acquis. Comme une sorte de fidèle labrador qui sera toujours là pour moi. Un peu comme mes Valkyries, mais sans le sexe avec. Mais je pense que je me mentais à moi-même. Je suis très forte pour ça, tu sais. Les plus beaux mensonges sont ceux auxquels on croit, après tout. Le vétéran acquiesça lentement, faisant un effort pour garder un visage ne reflétant pas sa peine. Ça faisait déjà mal à l'ego d'être comparé à un labrador, mais il ressentait d'autant plus l'amertume de découvrir que ce qu'il avait pu donner à la paranthrope n'avait pas été vraiment rendu, voire apprécié à sa juste valeur. Eh bien, je ne suis pas acquis, Aurore. Je suis ni ton tigre, ni ton majordome. Je suis pas un caprice disposable et je suis là avec toi. C'est pas par obligation et c'est pas par devoir, mais parce que j'en ai envie.
Je t'ai donné beaucoup, ma loyauté, ma confiance. J'ai toujours été sincère avec toi, je me soucie de toi, je m'intéresse à toi. Je veux ton bien et je fais tout ce que je peux pour que tu l'obtiennes. Mais c'est pas comme ça que ça marche l'amitié. C'est pas un labrador qui reçoit des caresses. Je peux pas continuer à rester près de toi en sachant que tu me vois comme ça parce que franchement je vaux mieux que ça et je sais pas si je peux y faire grand chose même si tu me promets de voir les choses différemment. Je sais pas si je pourrais te croire, tu l'as dit toi-même. Un bon siècle à voir les autres comme des prédateurs et des proies. C'est pas moi qui vais changer ça d'un coup de baguette magique, Aurore. Réponds franchement, est-ce que t'es capable de me voir comme ton égal? Aurore se redressa un peu raide, tournant toujours le dos à Étienne, sa crinière ondulant derrière elle au rythme de ses pas. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. D'un dégagement d'aspect, Aurore abandonna son apparence humaine. Ses cheveux devinrent d'or, son corps prit la teinte rouge du sang, ses os et sa carapace de chitine prirent le pas sur sa chair. Une aile à la membrane de malchair se déploya derrière elle. Une silhouette d'ange décharné quasi humanoïde, les lames et pointes d'os, parcourait ses articulations. Une bouche narquoise bardée de canines aiguisées sur un visage aussi blanc que la craie. Et ses yeux, toujours du même bleu azur. 3 sur la joue gauche et son orbite droit éternellement fermé. Sa vitesse se révéla aussi surnaturelle que tous les autres aspects. Elle n'était pas rapide comme un homme ou un animal aurait pu l'être. Lorsqu'elle se déplaçait, la réalité se repliait autour d'Aurore et lui permit de passer d'un endroit à un autre en un battement de cils. Elle tendit son pistolet doré à Étienne. Sa voix, étonnamment, était la même. Elle n'avait cependant rien de son timbre moqueur habituel. Voilà. Ça, c'est moi. La vraie moi. Sans phare, artifice ou maquillage. Ce flingue tire des balles explosives en acier de 13 mm fabriquées sur mesure. Chaque munition est revêtue d'une enveloppe en acier macédonien et dispose d'un noyau constitué d'un fragment fondu à partir de la croix d'argent de la cathédrale de Lancaster. Elle tendit l'arme à Étienne en la tenant par le canon pour lui présenter la crosse. Ces munitions ont été spécialement conçues pour me tuer. Étienne resta bouche bée quelques instants, partagé entre un imbroglio de puissants sentiments se pressant tout à la fois dans son crâne pour se disputer sauvagement le contrôle de son cerveau. La peur brute était la plus directe. Le vétéran avait eu l'occasion de voir beaucoup de choses incongrues et franchement dégoûtantes dans sa vie, mais l'aspect d'Aurore avait une touche véritablement monstrueuse qui le saisissait bien plus que tout ce qu'il avait pu rencontrer dans sa carrière. Il n'y avait physiquement rien qui était censé être à sa place, à part peut-être quelques éléments vaguement humains qui rendaient le tout peut-être encore plus terrifiant, car cela donnait une proximité dérangeante à l'ensemble, comme si, avec suffisamment d'efforts masochistes, de séances de torture et de rituels occultes affreux, un humain pouvait arriver à ce résultat. Il avait déjà entrevu un spectacle de cette apparence au cours de leurs aventures. Les articulations à vif, la chair immonde, l'aile décharnée, les os se baladant sans réelle logique corporelle, le nombre anormal d'yeux, mais le tout ensemble formait un spectre résolument bien plus terrifiant que ce qu'Étienne aurait pu imaginer. À la peur se disputait la stupeur. C'était Aurore. Ce truc, cette silhouette, se corrigea-t-il mentalement, était Aurore. Il savait, bien sûr, qu'elle n'était pas humaine. Il l'avait toujours su. Il avait vu l'intérieur de son corps, le joyeux et anarchique bordel de ses organes qui n'avaient rien en commun avec l'homme. Mais à force de la côtoyer sous sa forme humaine, Étienne avait fini par diminuer sans s'en rendre compte leurs différences biologiques, attribuant ça et là les différentes anomalies physiques mineures de leur quotidien comme les éléments principaux de leur divergence corporelle. Mais ça n'avait jamais été que la surface d'un colossal iceberg. La vraie différence se trouvait là, devant lui, le frappant avec d'autant plus de violence. Et puis, il y avait le malaise. Comment réagir devant une telle apparition, sans le moindre contexte ? Étienne aurait hésité entre fuir à toutes jambes en hurlant ou sortir son arme et tirer toutes les cartouches de l'univers dans la gueule de ce machin, de cette silhouette, se rectifia-t-il mentalement. Mais c'était Aurore. Il ne pouvait évidemment pas lui tirer dessus. Mais même lui tourner le dos était contre-intuitif. Il savait que le rejet la blesserait. Et ainsi le vétéran était partagé entre son instinct primaire et celui refusant d'heurter une amie qui avait fait un pas dans sa direction en montrant sa véritable apparence. Car il y avait, enfin, une dernière émotion, plus difficile à cerner et à décrire. Ce qu'elle faisait n'était pas anodin. Aurore
devait très bien savoir à quel point son physique était du matériel à cauchemar pour tout humain normalement constitué, et qu'elle s'exposait au rejet spontanément naturel que n'importe qui de sensé aurait été plus que tenté d'éprouver à sa vue. C'était un acte courageux et fort, réalisa le vétéran. D'une certaine manière, il en était en quelque sorte touché, car il en mesurait l'importance, ce qui le plongeait d'autant plus dans une situation émotionnelle délicate tiraillée entre plusieurs signaux contradictoires s'allumant dans toutes les directions. Dans ce contexte, il mit une bonne minute à réaliser qu'elle lui tendait le pistolet. Il posa un regard hésitant dessus et tendit une main encore plus hésitante pour saisir avec précaution la crosse, trop hébété pour s'exprimer sur ce qu'il voyait et trop sous le choc pour faire le lien entre ce qu'Aurore disait et son geste. Pourquoi tu me donnes ça ? Je te l'offre, Étienne. Le visage de la paranthrope avait la froideur du marbre, mais sa voix trahissait une vive émotion qu'elle avait du mal à réprimer. On sera jamais égaux. Je suis plus forte, plus rapide, plus intelligente. Je suis une carciste paranthrope, une thaumaturge, l'une des petites filles de Sarn en personne. Merde, je pensais pas me mettre à poil comme ça devant toi un jour. Alors, prends cette arme, garde-la précieusement. Je suis pas douée avec tout ça. Vois ça comme une sorte de marque de respect. Je te confie un anathème parce que je t'aime et je sais que tu l'utiliseras si tu n'as vraiment plus le choix. C'est d'une main tremblante qu'Étienne prit l'arme, digérant comme il pouvait ce qu'il voyait et entendait. Il s'obligea toutefois à ne pas détourner le regard de la paranthrope. Il lui devait bien ça. Je sais. On sera jamais égaux. On l'a jamais été, mais tu sais, personne l'est, même chez les humains. On est tous différents, on sait tous faire des choses que les autres ne peuvent pas faire et réciproquement. On voit tous la vie de manière différente. On attend tous des choses différentes de la vie, on a tous des manières différentes d'être heureux. L'égalité véritable, ça n'existe pas réellement, même au sein de notre propre espèce. Et je m'en fiche. On est égaux. Tu penses, respires, manges, bois, pleures, doutes, ris comme moi. T'as tes blessures, tes rêves, tes espoirs, tes désillusions. Comme moi. Étienne avisa un bref instant le pistolet qu'il avait en main, le retournant entre sa pomme pour le tenir par le canon pour le tendre à nouveau vers Aurore. Je veux pas de ça. Je veux pas d'un flingue capable de te tuer. Et je veux pas que t'aies besoin que je possède un flingue capable de te tuer pour me voir comme ton égal. J'ai pas besoin de ça. Si tes sentiments sont sincères, alors... Le vétéran sentit sa bouche devenir sèche. Il réalisait à peine qu'Aurore venait de lui déclarer sa flamme, que cet amas de chair factuellement immonde face à lui était éprise de lui, et que ça ne l'écœurait pas. Il se sentait de plus en plus gêné par cet état de fait que par l'apparence de son interlocutrice, car Étienne ne pouvait offrir à Aurore ce qu'elle désirait, malgré tout ce qu'il pouvait ressentir et son désir de ne pas la blesser. Il ne pouvait simplement pas le faire. Il pouvait la voir comme son égale, mais l'aimer comme il aimait sa femme. Aimait-il encore seulement sa femme? Au moins, cette dernière avait une peau normale et ses organes à sa place. Pourquoi tout était si complexe? On n'aime pas une proie après tout, ni un prédateur. On aime quelqu'un qui est un peu comme nous. Tu crois que tu pourrais faire ça? Aurore reprit sa forme humaine dans un petit flash de lumière bleutée. Elle s'essuya le coin des yeux. Ses yeux si bleus qui ne changeaient jamais malgré les fluctuations de son apparence. D'un geste mécanique, elle remit son arme dans son holster. Ouais. Je crois que je peux faire ça. Étienne resta un petit instant immobile. Quoiqu'Aurore avait repris sa vraie apparence, du moins celle à laquelle il était habitué, il lui fallut quelques secondes pour sortir son image de son esprit. Le vétéran posa une timide main sur l'épaule de sa collègue avant de l'entraîner délicatement entre ses bras pour l'enlacer avec douceur. À nouveau, Étienne inspira. Il aurait pu éluder le fait d'exprimer ses pensées, mais Aurore avait aussi bien révélé son apparence que ses sentiments. Elle méritait sa franchise. Je peux pas répondre favorablement à tes sentiments. Je suis marié et... La vache, je sais même pas quoi te dire, je suis désolé. Étienne détourna un instant le regard. Il sentait son cœur s'emballer dans son torse, l'attachement qu'il avait pour cette femme, la force de ses sentiments qui avaient grandi depuis tous ces mois à apprendre à la connaître. Il aurait voulu que les choses soient différentes, reconnut-il intérieurement. Il l'aimait, lui aussi. Il aimait une paranthrope, une carciste de Sarn.
Mais il ne pouvait se résoudre à consentir à ce que cela devienne autre chose qu'un sentiment fou et déraisonné. Alors il ne dit rien et se contenta de la serrer contre lui. Étienne sentit les mains d'Aurore passer autour de sa taille, le serrer fort. Pendant quelques instants, ils restèrent là, enlacés, avec pour seul témoin un crocodile mollasson de l'autre côté de la berge. Enfin, Aurore se dégagea, essuya le maquillage dégoulinant autour de ses yeux, avant de le remettre parfaitement en place d'un frémissement de la pensée. Elle renifla, triste, mais visiblement aussi un peu soulagée. Bon, ça, c'est fait. Par contre, je te préviens, ça change rien entre nous. C'est toujours moi le cerveau du groupe et toi les muscles. Et ne t'avise pas de cafeter quoi que ce soit à la machine à café. Étienne opina laconiquement. Une fois n'était pas coutume, il avait du mal à savoir où il en était, à savoir ce qu'il voulait, à savoir s'il avait pris la bonne décision. Il eut toutefois une certitude. Il allait divorcer. Il n'avait jamais éprouvé pour son épouse ce qu'il venait d'éprouver. Même maintenant, en regardant Aurore, Étienne ne pouvait imaginer sa femme à sa place. Sa compagne ne méritait pourtant pas ça. Elle avait sacrifié beaucoup pour leur vie conjugale, pour un homme qui n'était pas souvent présent pour elle. Elle avait accepté la solitude et le besoin d'Étienne pour son devoir avec une dévotion exemplaire. Elle ne méritait pas d'être jetée comme une malpropre, mais elle ne méritait pas non plus une relation creuse et sans amour. Alors mieux valait abréger leur relation. Cela ne lui ferait que d'autant plus de mal que de les tirer en trompant ses espoirs. Étienne n'était pas très fier de cet état de fait. Mais s'il avait une certitude en cet instant, c'est qu'il était capable de ressentir des sentiments forts, mais que malheureusement sa femme n'en était pas la cible. Il était temps de remettre de l'ordre dans sa vie, même si ça ferait mal à tout le monde. Dis donc, je croyais que t'étais plus forte que moi, alors pourquoi je devrais être encore les muscles? Et puis, je veux pas dire, mais bon, t'as failli prendre un mat du berger quand même. Dégainant en un éclair, Aurore troua la peau du crocodile qui faisait mine de s'avancer dans la rivière non loin de leur charmant, mais néanmoins dangereux, emplacement de pique-nique. Elle prit une voix paternaliste, assez similaire à celle d'Étienne. Écoutez, mon petit, là je viens de tuer un croco, alors si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre. Elle souffla sur le canon avant de ranger son arme à nouveau. Le corps du saurien se mit à dériver, déjà attaqué par un banc de piranhas. Tu pensais vraiment que j'avais pas vu venir Satan et ses gros sabots? Tu me déçois, Étienne. Et dire que j'étais amoureuse de toi. Étienne avisa l'infortuné saurien coulé à pic d'une petite moue. Alors ça, c'était juste de la frime et c'était totalement gratuit. Et puis, j'aurais pu le faire aussi. Et sinon, ouais, je pense que t'as pas vu venir Satan et que t'as tout sacrifié un peu au pif en espérant que ça passerait. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Après toutes ces débauches de sentiments, de retrouver mon bon vieux Étienne, bien con et bien horripilant comme je l'apprécie. Elle avisera son collègue, soufflant sur une mèche devant ses yeux. Allez, viens, on se tire d'ici. On va voir si on arrive encore à l'heure pour sauver la Nouvelle-Orléans. Le vétéran gloussa. Il fallait admettre qu'elle était dans le vrai. Et comme d'habitude, tu vas voir que c'est encore nous qui allons devoir faire tout le boulot.